Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Taverne du Gamer. Je suis Sid, accompagné cette semaine de Mugen. Pascal, dis-moi comment tu veux qu'on te prénomme, très cher. Bah écoute, moi c'est Pascal, hein, donc ici on est entre proches, entre podcasteurs, donc on va m'appeler Pascal, ça sera très bien, puisque c'est des pseudos qui circulent, et puis finalement c'est un peu le public qui choisit notre pseudo plutôt que l'inverse. Est-ce que le public t'a déjà donné des petits mots, des petits noms, des petits surnoms charmants ou pas? Pas encore? J'en ai eu quelques-uns, mais à la base c'était Mugen Pascal, puis il y en a qui ont décidé que ça serait l'inverse, que ça serait Pascal Mugen, il y en a qui disent que Mugen, il y en a qui disent que Pascal. Et tiens, je vais commencer par une petite anecdote rigolote. Avant de faire du podcast, je faisais du modding de console, c'est comme ça que j'ai commencé la création de contenu. Ok, excellent, ouais. Et un gars m'a envoyé sa console, il l'avait mise au nom de Mugen Pascal en pensant que c'était mon nom de famille. Donc va récupérer un colis en disant mais si, je vous jure que c'est moi, et c'est pas le même nom. Je fais mais non, mais c'est mon pseudo, et le gars il savait pas. Donc voilà. Et bien écoute, bienvenue en tout cas à la Taverne du Gamer. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et donc pour nos auditeurs, l'idée c'est pendant une petite heure, 1h30, on discute ensemble de rétro gaming et d'émulation. Je pense qu'on est sur deux de tes passions, et si j'ai même compris ta petite anecdote, un de tes anciens jobs du coup. Oui, alors c'était pas vraiment un job, je faisais ça à côté, mais voilà, je faisais du modding de console, donc surtout GBA, GameCube, Dreamcast, où je changeais les écrans des GBA qui étaient pas rétroéclairés par des versions IPS, un peu ce que fait maintenant Modding Marius, si tu connais. Je connais très bien. Quand il est arrivé, moi je sortais du marché, mais je faisais le même genre de réalisation à mon niveau. Et donc pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, tu as un instant totalement auto-promo, donc tu es podcasteur, youtubeur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour qu'ils apprennent à te connaître? Et il y aura évidemment tous les liens dans la description de cet épisode. Donc Mugen, on t'écoute. Moi j'adore, hein, je consomme ton contenu, c'est comme ça qu'aujourd'hui on se parle. Donc si tu peux expliquer tout ça à nos auditeurs. Pas de souci. Moi c'est Pascal. Bientôt la quarantaine. Dans la vie civile, je suis ingénieur Windows, mais sur les internets, je suis créateur de contenu. Alors j'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait du Twitch au début. Ensuite j'ai arrêté parce que c'était pas compatible avec 2 enfants en bas âge pour me concentrer sur la partie YouTube où je fais surtout de la review de consoles d'émulation. À côté de ça, j'ai aussi lancé un podcast qui termine sa 4e saison. Donc ça fait 4 ans, maintenant on est 5, on a commencé à 3, donc le podcast New Game Plus, où pareil, on prend soit des débats, soit des reviews on va reprendre tout l'historique d'un jeu pour parler de son évolution. Parfois ça sera des thèmes choisis, type les jeux de l'été, ou comment transmettre la passion du jeu vidéo à sa descendance, ou... Voilà, on essaie de faire des sujets variés qui peuvent couvrir plein de thèmes qui parleront aux gens, je dirais entre 25 et plus âgés, qui ont connu ce qu'on appelle maintenant le rétro gaming. Et big up à une de vos émissions que j'ai adoré, donc 4 heures d'émission sur Pokémon bleu et rouge, où franchement vous avez un niveau de connaissance et d'expertise sur le jeu qui était totalement fou. Je mettrai d'ailleurs spécifiquement le lien de cette émission dans les commentaires. Donc 4 heures, je les ai dévorés, j'ai adoré. Vous m'avez accompagné, j'étais en voiture tout le long et c'était vraiment très cool. Donc bravo pour cette émission. Merci. Et si tu savais, on n'a même pas fait la moitié de notre conducteur. Écoute, il faut faire un volume 2 là. C'est-à-dire qu'on aurait pu tenir 8 heures. Alors, on s'est dit que la saison prochaine, on ferait la génération 2. Ouais, okay. Sur le même style, c'est des générations qu'on a beaucoup appréciées. Pareil, sauf que là, on se posera pas de limite, on le fera peut-être en live sur une convention. On se prendra une journée. Comme ça, on n'aura pas de dire bon, demain c'est le boulot, machin. On se réunira le matin et puis on fera le podcast et il finira quand il finira. C'est beau ça. Franchement, vous êtes ambitieux. Hein. C'est pas rien. C'est de l'endurance. Hein. Franchement, c'est pas évident. Le plus dur, c'est de concilier les emplois du temps de chacun, quoi. Oh que oui. Quand on est 5, c'est chacun a ses obligations ou autres, que ça soit familial, personnel, professionnel. On s'adapte. Pour que nos éditeurs continuent d'apprendre à te connaître avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai 3 petites questions à te poser. Elles sont pas faciles, mais c'est te découvrir au travers de tes consoles et jeux préférés. Donc si tu devais garder qu'une seule console, je sais que c'est pas évident, tu garderais laquelle? Et ça peut être une console que tout le monde connaît, une console plus obscure, une console d'émulation, de rétro gaming, bref, ce que tu veux. Si tu avais une console, laquelle serait-elle? Ok, est-ce que tu m'autorises une portable et une salon? Allez. Ok, bon, tu es grand prince. Alors, sur la portable, il y en a 2 qui sortent majoritairement, et c'est là où c'est dur. Autant toutes les autres, je peux m'en séparer sans souci.
que la médaille d'or, ça va se jouer pour moi entre la GBA et la PSP. Et je pense que ça sera la GBA qui remportera dans mon cœur. Mais la PSP est vraiment très très proche. Ouais, la PSP, c'était une console de fou. Enfin, moi, j'adore la mienne. J'avais une édition Dissidia, je crois, que j'avais acheté, que j'ai toujours. Et ouais, la PSP, quelle console. Et c'est pour ça que moi, j'attends de pied ferme Sony. Par rapport à cet effet nostalgie de la PSP et de la PS Vita, j'aimerais beaucoup qu'ils nous ressortent une console portable. Apparemment, ça serait sur les rails. J'aimerais bien en voir plus. Hein. On verra ça, mais moi, je suis preneur en tout cas. Et la console de salon, du coup? En salon, pareil, c'est compliqué encore entre du Nintendo et du Sony. Alors, ça, je peux me passer de toutes, mais je dirais celles où il y aura un vrai débat, ça sera entre le GameCube et la PlayStation 1. Ah. Et je pense que c'est la Play 1 qui gagnerait. On a vraiment les mêmes consoles de cœur. Moi, PlayStation, GameCube, pareil. La GameCube, c'est tellement la console la plus sous-cotée de la Terre. Elle s'est pas trop bien vendue, alors qu'elle a un catalogue de fou, elle a un design de fou. Pour moi, la GameCube, moi, j'ai adoré. C'est le moment où Nintendo a dit les joueurs qui nous ont accompagnés avant ont grandi, ils veulent aussi du jeu mature. Et on a trouvé du Resident Evil 4, de l'Eternal Darkness, du Baton Kaitos, Rebirth. On a eu des très grands jeux sur GameCube. Et c'était la dernière fois que Nintendo avait cette philosophie, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Et moi, comme Madeleine de Proust sur la GameCube, j'ai Animal Crossing. J'ai découvert Animal Crossing sur GameCube à l'époque. Et Mario Sunshine, hein, franchement, c'est mon Mario 3D préféré. Après, j'en ai pas fait beaucoup, mais je l'adore. Tu vois, rien que de ce temps-là, il fait 40 degrés dehors. J'ai envie de faire un Mario Sunshine juste pour, tu vois, pour chiller, pour l'ambiance. Pour se sentir à la plage. Ouais, exactement. Voilà. Mais c'est la PS1 qui gagnerait dans mon cœur, je pense. Ouais, console mythique. Elle a vu naître pour moi les plus grandes sagas de jeux vidéo, en fait. Et l'avènement de la 3D qui a été un événement évidemment énorme pour le jeu vidéo. Et ouais, je l'aime beaucoup. T'as de bons souvenirs du coup sur la PlayStation? Énormément. Et en fait, là où moi ça se démarque des autres, c'est la 64 qui est bonne console, hein, que j'aime bien, ok, mais sans qu'elle me transporte plus que ça. Elle a réussi son virage vers la 3D avec des licences qui existaient déjà, qui étaient déjà solides. Mario World vers Mario 64, Zelda 3, Zelda Ocarina of Time, c'était déjà des choses implantées. Alors que Sony s'est lancé de rien et a apporté des jeux qui étaient phénoménaux, une quantité. Alors, il y a à boire et à manger, hein, mais c'est des licences qui se sont créées. Je veux dire, on a eu des super jeux qui sont partis de là, qui aujourd'hui continuent, même s'il y en a plus beaucoup. Pour moi, le tour de force était d'autant plus grand qu'il fallait lancer des nouvelles licences. Oui, et puis ils se lançaient clairement sur le marché du jeu vidéo. Ils n'avaient pas l'expérience de Sega, de Nintendo et l'histoire d'ailleurs du lancement de la PlayStation 1, elle est assez rigolote avec l'anecdote où ils devaient faire d'abord un partenariat avec Nintendo, je crois. C'est ça pour la Nintendo PlayStation et Nintendo en disant bah non, les royalties on vous les donnera pas sur les CD, on casse le contrat puis on se met avec Philips sans vous le dire en révélant ça au dernier moment. C'est ce qu'on dit, c'est nous qui créons nos plus gros ennemis et c'est ce qu'a fait Nintendo. Ils ont manqué de flair sur ce coup-là quand même. Cette décision, elle a changé la face du jeu vidéo d'aujourd'hui. Hein. Ah bah clairement, oui. Ça, parce que avant Sony, c'était ils font des chaînifiés et des Walkman. Et c'était tout. Aujourd'hui, PlayStation, c'est devenu leur fleuron, leur paquebot au sein de l'entreprise Sony, où c'est la marque PlayStation qui rapporte le plus de thunes, qui fait vivre la marque entière et qui crée le rayonnement aussi de Sony. Donc ouais, c'est une histoire industrielle assez folle quand même, PlayStation. On est d'accord. Mes autres questions pour te découvrir, c'est si tu devais garder un jeu ancien et un jeu moderne. Tu as le droit à un jeu ancien, un jeu moderne. Très dur. Très très dur comme question. Moi je sais que j'aurais du mal à y répondre. Alors il va falloir que je filoute très fort. Un peu comme à la première question, tu veux dire, où tu as fait une console portable, une console de salon. C'est ça, je suis très bon à ça. Quand on dit un jeu moderne, s'il a été réadapté en portage plusieurs fois, ça compte. Une licence moderne, on va dire, sur la dernière génération de consoles. On va commencer par l'ancien. Le top. T'as une évidence? J'en ai plusieurs. Ça se jouerait sûrement, si t'écoutes New Game Plus, tu sais très bien que Medieval va arriver très très haut. Mais si je dois en garder qu'un seul, c'est celui qui m'a fait entrer dans le JRPG, ça serait Final Fantasy VII sur PS1. C'est le jeu, la masterpiece. Tu m'aurais dit c'est la même chose sur console portable, ça aurait été Golden Sun.
Tu vois, et hop, j'ai déjà placé un deuxième jeu. Ouais, non, t'es très très fort. Et Et moi, je bois tes paroles parce que Final Fantasy, j'adore. Je préfère le 8 au 7, mais parce que j'ai une raison. C'est que le premier Final Fantasy que j'ai joué, et c'est souvent celui qui nous marque le plus, c'est le 8. Mais j'ai fait le 7 derrière et j'ai adoré, il n'y a pas de débat, c'est un très le 8, très je le bon trouve jeu. vraiment sous-coté. Ah, le 8 sous-côté. Moi, j'adore l'OST, je le trouve incroyable, l'ambiance, les décors. Enfin, j'aime vraiment tous les personnages, tout. Et qu'est-ce que tu penses du coup des remakes, remasters, rebirths, tout ça, révélations de FF7? Je trouve ça génial parce qu'ils ont pris des risques. Le projet est très, très, très ambitieux. Ils ont su s'adapter. Et il y en a plein qui disaient c'est votre jeu, il est fait en 3 jeux, machin, c'est n'importe quoi. Quand on voit que Nintendo commence à dire on va faire un remake d'Ocarina of Time et qu'on a vu 3 microsecondes, ils sont en train de se dire que ouais, en fait Square Enix a quand même fait quelque chose de grand en ayant comment ça s'appelle, l'ambition de refaire FF7. Et évidemment, on n'a pas encore les révélations. Mais je pense qu'il là c'est le titre du prochain, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose de grand. Et il y a énormément de théories qui circulent et il y en a que je trouve très crédibles dans le sens où le jeu serait peut-être juste la suite et que ça serait une sorte de boucle temporelle et certains protagonistes auraient réussi à s'en extraire, d'où la présence des ajouts qui ont été faits. Si tu as fait les jeux, je pense que tu vois tout à fait de quoi je parle. Oui. Mais je veux pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas fait. J'y crois à fond. J'y crois à fond. Pareil, hein, pour moi, c'est une boucle et j'adhère. Et il y a 2 personnages qui ont réussi à briser le carcan du destin et qui essayent de manipuler les événements pour que ça se passe autrement. Et si ça va vraiment vers ça, pour moi, c'est un chef-d'œuvre d'écriture derrière, quoi. Et au crédit de Square Enix aussi, la cadence de production, hein, ils nous ont sorti quand même ces 3 remakes. Qui sont extrêmement compliqués par rapport au travail de remise à l'échelle et tout. Là, on est sur un jeu 3D, on n'est pas sur les anciennes technologies, etc. Et la cadence de production, en ayant fait des choix industriels assez ambitieux, le fait d'être resté sur Unreal Engine 4, le fait d'avoir des équipes avec très peu de turnover, garder 95% de son staff d'un jeu à l'autre, c'est une prouesse industrielle dont je trouve le jeu vidéo moderne manque aujourd'hui, et c'est vraiment pour moi une leçon, je trouve, en termes de développement. Oui, c'est ça. Maintenant, ton jeu il est sorti, on n'hésite pas à sacrifier les équipes le lendemain de la sortie, quoi. Et oui. Alors que même des fois, il est pas sorti le jeu. Oui, tu vois, il y a des trailers, le jeu est pas sorti, qui te sortent. Hi-Fi Rush, le jeu sort et ça y est, on dilue l'équipe. Bon c'est dommage. Du coup, pour en revenir à la question, un jeu moderne. J'irais bien sur Resident Evil 4 Remake, hein, quand même, parce que je suis un très 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 gros fan de RE4 original et je trouve que c'est un excellent remake qu'ils ont totalement fait. De la triche parce que je n'ai pas récent, mais qu'est-ce qu'il est incroyable ce remake. Pour moi, c'est un cas d'école, c'est parmi les meilleurs remakes en fait que j'ai joué. Ce Resident Evil 4 est stupéfiant. Moi, pour t'aiguiller, j'aurais dit pour moi Dark Souls et Death Stranding. Alors Dark Souls, on m'a vendu Bloodborne comme étant un chef-d'œuvre. Et quelque chose de dit. Ah non, ça y est, j'ai trouvé. Excuse-moi. L'évidence même, Stellar Blade. Ah. Stellar Blade, c'est tout. C'est vrai. Ok, t'es comme moi. T'es un grand fan de Stellar Blade. Je suis extrêmement fan des jeux Platinum Games, des jeux d'action, de rythme, machin. Donc, sauf Bayonetta, j'accroche pas. Bon, c'est comme ça. Arrête, Bayonetta. Dans le sens, par exemple, Metal Gear Rising Revengeance, je l'ai platiné. Donc, pour le platiner, ça veut dire finir le jeu en extrême sans se faire toucher. Je l'ai platiné sur PlayStation, sur Xbox et sur Steam. Voilà, je suis ce genre de... Énervé, à la vache. C'est ça. Et du coup, licence récente qui m'a rappelé les mêmes feelings, Stellar Blade, j'ai adoré. J'ai mis 70 heures sur la version PS5. J'ai racheté la version PC que j'attends d'avoir un créneau et je vais lui recoller 70 heures aussi. L'OST est incroyable. Je l'ai platiné, j'ai aimé beaucoup. Le jeu est sublime. Le personnage, moi j'ai aimé. L'écriture et tout ça, puisque alors évidemment, il y a des gens qui vont s'arrêter à la plastique de Eve, mais quand tu vas creuser tout ce que tu peux trouver en collectible pour apprendre l'histoire des autres escadrons qui sont arrivés avant, qui se sont fait soit abandonnés par la matriarche, soit autre. En fait, ça aurait pu être un livre. Ça aurait pu être un livre qui t'explique tout ce qui s'est passé à côté. Et du coup, voilà. Ouais, l'univers est passionnant. Et trop souvent, on a catégorisé ce jeu dans un espèce de jeu fan service à fond, etc. Parce que la plastique de Eve. Mais dans les faits, moi, j'ai défendu ce jeu bec et ongle parce que déjà, le gameplay est excellent.
L'univers l'est aussi. L'OST, j'aime beaucoup. Alors, ok, ça rappelle beaucoup de Nier Automata et c'est bien normal. Je crois que c'est une partie des mêmes équipes. Mais je trouve qu'il n'y a rien acheté dans le jeu. Il est vraiment extrêmement bien fait. Et est-ce que tu attends le second, le 2? Du coup, moi, le trailer, il m'a chauffé de fou. Enfin, j'ai tout aimé Non aussi dans seulement dans ce le trailer. trailer, moi aussi, il m'a rendu un peu fou. On a vu les mêmes débats débiles et stériles qui tombent derrière. Et j'ai été voir les interviews, puisqu'il y a eu des interviews du réal derrière, qui expliquent que déjà, il y a une connexion entre Eve et Evie. Ok, donc ça, je lui laisse l'histoire pour lui, mais il a dit, vous avez kiffé le 1, vous allez adorer le 2, sauf que on a dit, on fait pas le même jeu. Donc là, avant, on avait un perso qui se battait à l'arme blanche, maintenant, on va avoir un perso qui va être axé sur le corps à corps. Avant, c'était un truc un petit peu post-apo, là, on va avoir un truc plus dans le cyberpunk. Donc voilà, il m'a rassuré en disant, on a compris ce que vous avez aimé dans le premier jeu, mais on va vous montrer qu'on peut faire une suite sans devoir recycler le premier jeu. On verra ce que ça donne. Bah oui, c'est trop facile et évident de reprendre, de faire un 1.5 comme on dit souvent pour une suite. Là, moi, je trouve que le tour de force de ce prochain jeu, c'est en effet le corps à corps. Et aussi, on l'a vu dans le trailer, tu sais, les villes gigantesques, futuristes, plus à la Blade Runner, moins désertiques, plus vraiment méga city, tu vois, comme dans Judge Dredd par exemple. Enfin, moi, c'est vraiment des thématiques qui me parlent à fond. Et je trouve que cette promesse, elle est hyper intelligente et c'est un bon contre-pied avec le côté plus post-apo du premier jeu. C'est ça. Et puis là, on arrive dans un univers un peu cyberpunk, ce qui rentre tout à fait avec le fait d'avoir des androïdes qui sont par définition des robots et qui ont des implants et ce genre de choses, quoi. Donc ça va amener quelque chose justement de plus organique, bien que ça soit des robots. Ça va mieux se fondre dans l'univers. On ne pourra pas dire dans le premier, on avait les habitants de Xion qui étaient des humains un peu améliorés. Et là, on va avoir des androïdes qui sont totalement... Je sais pas si tu as fait Cyberpunk 2077, mais... Oui, bien sûr. Voilà, les gens, ils sont complètement refaits de A à Z exprès, quoi. Ouais. Donc, pour moi, ça va être hyper pertinent. J'ai très hâte. Ouais, moi aussi, Cyberpunk, j'ai beaucoup aimé. Après, je fais quand même partie des déçus de Cyberpunk parce qu'il y avait eu beaucoup de promesses autour du jeu, surtout sur la liberté narrative, les choix qu'on fait de factions, tu sais, en début de jeu qui ont finalement assez peu d'incidence sur le reste. Mais de fait, j'ai adoré l'écriture. Tu vois, Johnny Silverhand et tout, il est incroyable, V, etc. Mais tu vois, dans ce que va proposer Stellar Blade 2, je préfère cette esthétique, tu vois, plus comme Ghost in the Shell, etc., un peu plus sale, un peu plus sableuse que le côté très bling-bling de Cyberpunk 2077. Tu vois, moi, c'est plus le Cyberpunk que j'aime, celui que prépare Stellar Blade 2. Ouais, entre Gun et Ghost in the Shell, quoi. Ouais, Gun. Ouais, carrément. Et quand tu cites ça comme référence, en fait, t'as tout gagné, je trouve. Bah, c'est entre Gun et Ghost in the Shell pour moi, Stellar Blade. Hein, donc... Voilà, c'était l'évidence même. Sinon, je t'aurais dit Persona 5, mais vu que ça a commencé sur PS1, c'est pas une licence récente, quoi. Non, mais bon, ça se défend. Hein. C'est du gros JRPG comme on aime. Mais ils ont un peu trop essoré la licence. Ouais, et ils ont annoncé un P6 là, je crois, à la conf Xbox pendant la Summer Game Fest en mode vraiment teasing rapide, je crois, hein, mais j'ai pas trop retenu. Ouais, je pense qu'il y en a encore au moins pour 3 ans avant que ça sorte. Hein. Au moins 2-3 ans. Ah oui, bien sûr. Alors, pour la présentation, on est bon. On est bon pour la présentation, tu vois, 20 minutes, on est bien. Ça va nous laisser une petite heure de discussion autour de l'émulation. Et d'ailleurs, en fait, si tu veux, Mugen, encore une fois, merci pour ta présence parce que tu vas apporter quelque chose dans la taverne qu'on évoque assez peu, c'est le rétro gaming et l'émulation. Et nos auditeurs sont plus à suivre, tu vois, les actualités, ils sont joueurs console, PC, etc. Mais l'émulation, finalement, très peu. Alors, comme première question, est-ce que tu peux expliquer, essayer de vulgariser un petit peu ce qu'est l'émulation pour nos éditeurs? Parce que si je le fais, ça va être un charabia, tu vois, de mots random, la suite des autres. Donc toi, tu auras, je pense, les bien meilleurs mots que moi. Alors, l'émulation, c'est le fait de recréer l'environnement matériel pour jouer à des jeux d'époque sur soit son ordinateur, soit son téléphone, soit des consoles Android qui sont préposés à faire ce genre de choses. Donc en gros, c'est vous permettre de rejouer à vos jeux NES, Super NES, Xbox, jusqu'à la Switch, qui est d'ailleurs très bien émulée. Aujourd'hui, c'est jusqu'à la Switch. Aujourd'hui, c'est jusqu'à la Switch. On a des émulateurs PS3 qui sont pas encore tout à fait finalisés, mais on va dire qu'aujourd'hui, on pourrait jouer
la naissance du jeu vidéo jusqu'à la GameCube à 95 voire 98% du catalogue sur un ordinateur. Voilà. Et la Switch, on a un bon 75% du catalogue qui tourne parfaitement. Évidemment, selon le device sur lequel vous faites tourner. Hein. Ouais, j'allais le dire, pour la Switch, il faut minimum, je pense, une grosse config, non? Un PC assez solide. Je savais même pas qu'on pouvait émuler la Switch, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Alors, la Switch, matériellement, c'est un Android milieu de gamme qui aurait 10 ans. Ah ouais, d'accord. Donc, ça demande pas forcément une grosse config. C'est juste que ça a mis du temps à être décortiqué. Mais par exemple, la Switch, qui est beaucoup plus récente que la PS3, est beaucoup plus simple à émuler qu'une PS3. Parce que c'est un cœur qui est très bien connu maintenant, alors que le processeur Cell de la PS3, c'est une galère à décortiquer. Donc voilà. L'émulation, en gros, c'est rejouer à ces jeux ailleurs. Rejouer à ces jeux ailleurs. Et quels sont tes premiers conseils? Alors, si quelqu'un qui nous écoute, un auditeur, veut se lancer dans l'émulation, qu'est-ce qu'il doit absolument savoir pour faire ça dans des bonnes conditions? Il y a des centaines de tutos sur le net, mais moi, mon conseil, déjà, c'est de savoir à quoi vous voulez jouer. Ne jamais se lancer vers des packs tout faits qui contiennent 65 000 ROM. Parce que la ROM, c'est la copie d'un jeu. Parce qu'en fait, on va vite retrouver le syndrome de « je lance ce jeu, je connais pas, je bute au premier obstacle, ça me saoule, j'arrête, je prends le jeu suivant. » Et finalement, on picore 30 secondes chaque jeu et on ne joue vraiment à rien. Pour moi, la bonne porte d'entrée dans l'émulation, c'est vrai que c'était quand même vachement cool. Fire Emblem sur GBA, je jouais à ça quand j'étais gamin. J'ai envie de le refaire, mais je veux pas racheter forcément une GBA. Et bon, bah là, on a le but, machin. Du coup, la personne va dire comment je peux rejouer à ce jeu. Je peux prendre un émulateur, je dois récupérer la copie du jeu, et là, je peux y jouer. Donc, on y va. Sur quoi j'ai envie de jouer? C'est ça. On y va avec un but. Sur quel device? On y va avec un but. Mais dire, je veux jouer parce que j'ai vu ça, ou sur Facebook, j'ai eu une pub. Genre telle marque, je ne citerai pas de marque, hein, telle marque vend une console préconfigurée avec 70 000 jeux, ça a l'air génial. Déjà, c'est à fuir parce que c'est pas légal d'acheter un truc qui est rempli de jeux commerciaux piratés. Mais c'est surtout que ça va être de mauvaise qualité. Et si vous y allez sans savoir à quoi vous voulez jouer, vous allez vous retrouver un petit peu le syndrome Netflix. Vous restez sur la homepage à regarder 70 000 trailers et rien lancer. Tu viens d'anticiper deux de mes questions. J'allais parler de l'effet catalogue Netflix de 1 et j'allais demander en plus si tu avais le cadre légal. Et je trouve, tu vois, quand je me suis lancé dans l'émulation, je t'ai contacté, etc. Tu m'as un petit peu aidé. Mais j'ai voulu avoir justement ce cadre légal. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Et je t'avoue que franchement, j'ai pas trouvé d'informations très fiables. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une sorte de zone grise, tu vois, où on sait pas trop ce qu'on a le droit de faire ou non. Alors la zone grise, elle arrange bien certains commerçants du web. Mais le cadre, il est en Europe et en France, il est défini, il est très clair. Un émulateur, c'est légal tant qu'il n'utilise pas de code propriétaire. Du coup, on peut avoir un émulateur qui vous dit « Débrouillez-vous pour apporter le BIOS dans votre émulateur ». Donc le BIOS, c'est le système interne de la console. Télécharger un BIOS est illégal. Point. Il n'y a pas de... Si vous voulez récupérer le BIOS, vous devez l'extraire vous-même de vos machines. Donc là, ça demande déjà des compétences en électronique. Donc tu veux dire qu'il faut que le BIOS soit propriétaire, c'est ça? Il faut que le BIOS soit compris dans la machine et propriétaire, qu'il appartienne au fabricant de la machine. Voilà, il y a des gens qui réécrivent leur propre BIOS ou qui arrivent à faire des émulateurs qui tournent sans BIOS. Mais évidemment, quand on n'a soit pas de BIOS, soit un BIOS maison, la compatibilité, elle n'est pas toujours parfaite. Du coup, il y en a plein qui disent, moi, je vous donne toutes les pièces, à vous de mettre le BIOS, vous l'obtenez de la manière qui vous regarde, vous faites ce que vous voulez, et après ça marchera. Donc après, c'est chacun avec sa moralité qui soit ira ripper son propre BIOS, soit ira le chercher sur Internet. Moi, je juge pas. Voilà. Le cadre est là. Télécharger un jeu commercial est illégal. Il y a eu des rumeurs de si vous avez le physique, vous avez le droit de le télécharger, de le conserver pendant 24 heures. Non. J'ai toujours entendu ça. Moi, tu vois, ça me déculpabilisait parce que j'ai toute une tonne de jeux physiques. Et je me suis dit, avant de le télécharger, parce que tu vois, si je voulais émuler, et je l'ai fait sur mon Mac, etc., je me suis dit, pour être propre, j'achète d'abord sur Vinted le jeu, j'ai la copie physique, et après, je me suis complètement décomplexé à télécharger le jeu sur Internet. Tu vois.
C'est ça. Alors là, tu vas être vis-à-vis de toi, tu vas être propre et ils enverront pas les ninjas de Nintendo parce que tu as téléchargé la ROM de Pokémon Bleu alors que tu l'as, Ouais, ils sont capables de tout. Alors que t'as ton exemplaire à côté de toi. Tu vois, t'as ton exemplaire. Je le vois sur la vidéo là, c'est beau, c'est beau. Ce qu'il faut faire, alors malheureusement, hein, tu peux juger. Je suis dans les cartons. Tu es censé extraire toi-même la copie du jeu de ton matériel d'origine. Donc, d'accord, donc faut que je prenne mon CD, que je l'extrais, c'est ça? C'est ça. Sur PS1 ou sur PSP, c'est très simple à faire. Donc PS1, tu mets dans ton lecteur CD, tu as quelques programmes qui te permettent de faire une copie ISO de ton jeu. Voilà. Donc là, t'es propre. Et ça, c'est légal. Dans la Game Boy ou la Super NES, tu as des appareils type le GB Operator ou autre. Des reviews vont arriver sur ma chaîne YouTube justement pour montrer comment on fait ça dans un cadre plus légal. Et ben voilà, si tu l'as extrait toi-même, tu es 100% dans la légalité. Acheter une console qui contient déjà X milliers de jeux, s'il y a des jeux commerciaux, c'est illégal. Mais bon, après, la moralité de chacun met le curseur où il veut. Moi, dans ma tête, c'est si commercialement il est plus exploité, faut pas déconner non plus, quoi. Je veux dire, je suis d'accord avec toi. C'est quand même de la préservation du jeu vidéo. Hein. Quand on va égrener un petit peu les inconvénients, les avantages de l'émulation, du rétro gaming. Pour moi, c'est vraiment de la culture et de la préservation du jeu vidéo. Moi, ma boussole morale, tu vois, c'était ça, c'était d'avoir la copie physique. Parfois, quand les jeux, on en parlera un petit peu après des jeux du rétro gaming, les prix du rétro gaming où c'est complètement délirant. Là, en effet, quand le jeu n'est plus commercialisé, enfin, pareil, je pense qu'il faut un peu se décomplexer et y aller, quoi. Parce que obtenir des versions physiques de certains jeux, maintenant, c'est devenu un luxe bien plus que le jeu vidéo moderne, finalement. C'est ça. Et puis, comment ça s'appelle, si, mettons que t'as vu une vidéo, je sais pas, du jeu Comic Zone sur Mega Drive. Tu te dis, ah, ça a l'air chouette, j'ai envie d'y jouer. Tu vas aller sur Vinted. Le prix de la cartouche en loose déglinguée va commencer à 40 balles. Ce qui est déjà un beau budget. Tu vas y jouer 30 secondes et tu vas te faire imploser par les premiers ennemis. Tu vas vite te lasser et vouloir revendre ton jeu. Alors que pour le coup, tu récupères ton jeu d'une autre façon, tu peux le tester, le terminer. Et si le jeu t'a vraiment marqué, t'es assez... l'acheter. Et là, et voilà, et t'iras même plutôt acheter, parce que le jeu t'a vraiment fait plaisir, c'est un gros coup de cœur, t'iras même mettre un peu plus d'argent pour t'acheter une belle version. Parce qu'elle t'aura fait plaisir. Alors que des jeux, finalement, des jeux popcorn où tu vas jouer, finalement, tu n'iras pas au bout parce que ça t'a saoulé, c'est trop dur, ça te convient pas, ça correspond pas à ce que tu attendais. Bah, tu vas acheter ton jeu sur Vinted, après tu vas devoir refaire une annonce et autres. C'est beaucoup d'inconvénients pour pas grand chose quand le jeu n'est plus exploité commercialement. Évidemment, et puis moi, je disais, on peut aller jusqu'à l'émulation Switch. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et là, j'ai beaucoup plus de mal parce que les gars qui vont télécharger toutes les ROM de jeux Switch, je dirais pas comment on fait, mais c'est faisable. Les gars, la Switch, voilà, elle est encore chez votre Leclerc, chez Micromania, chez Carrefour et chez les petits revendeurs indépendants, quoi. Là, vous faites vraiment du mal au commerce. Alors que si vous avez une Switch V1 ou pucée, vous pouvez dumper vos propres jeux pour y jouer sur un autre device et c'est presque complètement légal. Je dis presque parce qu'on est obligé de casser un DRM, mais bon, je pars du principe que si on a acheté le jeu, qu'on fait l'effort de le dumper soi-même, faudrait pas déconner non plus, quoi. Donc dumper, c'est copier le jeu et le mettre, c'est ça, récupérer le jeu. C'est prendre sa version physique pour en faire une version numérique. Ouais. Et tu parlais de DRM, ça, je crois, c'est une sorte de barrière numérique qui te permet de lutter, enfin qui permet aux constructeurs de lutter contre le piratage. C'est ça, c'est des droits d'usage numérique. En gros, ils mettent des clés qui normalement t'empêchent de faire ce genre d'action. Évidemment, il y a des contre-mesures qui permettent de les casser pour pouvoir utiliser son jeu sur le device qu'on veut, parce que on est quand même en France. Et là, la différence, c'est qu'on a le droit à la copie privée. Et voilà, Nintendo va pas faire des jeux spécialement pour la France où les protections sont moindres. Du coup, je pense qu'à partir du moment où tu peux dire non mais j'ai ma version physique, je l'ai dumpée moi-même et je l'utilise ailleurs, il devrait pas trop nous casser les pieds. Tu veux dire que, pareil, je découvre, tu veux dire que j'ai mon Zelda Breath of the Wild, je peux le dumper et y jouer sur mon iPhone par exemple si j'ai envie dans le métro. Alors pas sur ton iPhone parce qu'il n'y a pas d'émulateur Switch sur iPhone. Mais si j'avais un Android, une console d'émulation Android un peu costaud,
tu pourrais tout à fait, techniquement, tu pourrais le faire. Ah ouais, on en est là donc. Ok, bah écoute, je savais pas du tout. Et ça me fait penser, c'est quoi ton premier jeu que t'as émulé? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, Pokémon Bleu. Ah ouais, J'ai bon, bah, je découvert pense qu'on a ça tous fait avec pareil, des hein. copains au collège. Et il me dit, on jouait. Il me dit ça, mais alors voilà, j'ai eu la Pokémania quand j'étais gamin. Après, j'ai eu la Hmm. période où j'ai un Tu peu l'as encore lâché un les peu jeux aujourd'hui. vidéo. Ah, C'est ça. Et je suis revenu dedans. Et en mode, ah bah j'aimerais bien le refaire. Ah bah tiens, tu sais que tu peux le faire sur ton ordi. Et puis tu découvres ça. Et là, tu fais, waouh, c'est génial, quoi. Parce que je pensais même pas ça hmm. techniquement Est-ce que possible. t'as récupéré Mew? Oh bah oui, bah après j'ai fait partie de plusieurs teams pour Pokémon Rose, Pokémon Vert Color, donc Hmm. même tout récemment j'ai encore été dans la scène pour créer des versions dérivées où il est attrapable légalement et ce genre de choses. Est-ce que j'avais prévu de te poser la question, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler de Pokémon Rose alors, du coup, sur lequel tu as travaillé? Moi, je trouvais que c'était un projet assez fou. J'ai pas réussi à en avoir une cartouche, donc je suis un peu triste. Mais est-ce que tu peux nous parler de Pokémon Rose, du coup? Oui, alors le crédit revient à AP89GP. Hein. C'est lui qui est derrière Mhm. la genèse du projet, où il a dit écoutez, moi, j'ai envie de faire un jeu où je reprends de base Pokémon Rouge. On jouerait une Mhm. fille et je vais mettre plein d'ajouts de quality of life. Il a dit qui serait Ouais. chaud. Je l'ai contacté en MP, j'ai dit attends, moi j'ai beaucoup poncé le jeu, j'ai toute une liste de desiderata pour améliorer le jeu. On se met en Mhm. contact, je te donne des infos, je te file des tips, on monte plein de choses. Et il a ouvert son Discord où il y a plein de monde, hein, et moi y compris. Et on a avancé, il y a eu des releases, du bug testing, ce genre de choses. On a passé énormément de temps. Et du coup, c'est une version où on peut attraper les 151, peut-être plus Pokémon. On a Mhm. rajouté du post-game. Il y a eu plein d'autres petits ajouts sympatoches. Et je fais aussi partie d'une autre team qui s'appelle Five Custom, où notre dada, c'est de faire des versions physiques de jeux qui ne sont pas sortis. Du coup, je me suis Mhm. débrouillé pour acheter des boîtiers de jeux Game Boy rose, des PCB Excellent. que j'ai flashé Mhm. moi-même. J'ai fait créer une boîte pour ranger le jeu. On a Mhm. Une refait boîte en une carton, quoi. notice. Ouais, une boîte en carton, hein, pliée. Donc on a refait une notice de 70 pages complètement français avec plein d'ajouts. Voilà, on retrouvait le même jeu que ce qu'on aurait pu acheter en 98, quoi. C'est le Et on kiff. vend ça à prix coûtant. Et pour la blague et pour le travail que ça représente, j'en ai fait Ah, 151 j'adore. exemplaires numérotés. J'adore. J'adore parce qu'on ressent bien, et je vais rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, c'est que tu vis le rétro gaming comme avec un volet vraiment passion. Quand tu disais tout à l'heure, ça permet de tester un jeu, et si on adhère au jeu, bah, allez sur Vinted et achetez-vous une belle boîte du jeu. Là, vous avez repris Pokémon Bleu, qui est certainement un des monuments de notre génération. On a le même âge, donc monument de notre génération. Vous l'avez réadapté, tu t'es embêté à faire un livret, faire une boîte, ce qui manque énormément aujourd'hui. Moi, je suis triste d'ouvrir ma boîte et de plus avoir de livret. Tu vois, je trouve que c'est tout bête. Mais avoir ce genre de petite attention, je trouve que c'est vraiment le reflet de la passion du rétro gaming. Vraiment, on n'est pas là à télécharger bêtement 10 000 ROM et à picorer à gauche et à droite les jeux. Non, il y a vraiment, tu vois, une démarche, et je trouve ça hyper louable, tu vois, pour cette passion qui est pas du piratage finalement. C'est bien C'est plus, ça. je trouve. Alors, légalement, on est dans la zone grise, plus noire même que grise. La fameuse, Ouais, la zone 51. c'est ça, la ligne est clairement franchie, mais sur des si petits volumes. Et le fait de faire plaisir à la communauté, tous ceux qui l'ont reçu étaient extrêmement contents. Ils m'ont dit, on est retombé en enfance, c'était génial, quoi. Après, si tu veux Ah juste oui. faire le jeu, le patch est dispo. Ok, donc tu veux dire qu'on peut télécharger Alors, Pokémon tu pourras Rose. pas télécharger Pokémon Rose, tu pourras télécharger le patch qui te permettra de transformer une ROM de Pokémon Rouge en Ok, Pokémon Rose. ok, Donc, tu ok. prends ton patch, un petit soft, et il va te patcher la ROM pour le transformer en Pokémon Rose. Vous avez un petit modop, j'imagine, Et sur Internet. Pareil, j'essayais de le mettre en euh, lien, tu sais, oui, dans l'épisode. Lunar IPS, c'est le patcher le plus connu. Donc, tu prends ta ROM, tu prends le patch et tu cliques et ça te ressort une nouvelle Et t'as ROM patchée. Pokémon Rose. C'est ça. Ok. Écoute, j'apprends beaucoup. Je me rends compte que je suis encore loin d'être aguerri sur le sujet. Et il y a quelque chose que j'ai découvert depuis peu de temps. Donc, j'ai peut-être pas les bons termes, hein, tu me corriges, mais c'est le rétro gaming FPGA, donc comme l'Analog Pocket, si je me trompe pas, qui est encore
j'ai l'impression, une sous-catégorie du rétro gaming émulation. Et j'aimerais bien que tu en parles aussi un petit peu parce que ça, je trouve ça juste trop bien en fait. J'adore. Alors le FPGA, c'est génial quand c'est bien fait, mais beaucoup mettent ça en avant comme si c'était le Saint Graal. Concrètement, le FPGA, c'est quoi? C'est l'utilisation d'un processeur qui se reconfigure à la volée pour être au plus proche, voire ISO comportemental du matériel d'époque. C'est de l'émulation hardware plutôt que logiciel. C'est-à-dire que tu vas acheter ton Mister FPGA, donc la version qui va se reprogrammer facilement, avec un petit logiciel qui va contenir toutes les caractéristiques, je sais pas, de la PS1. Tu vas lui dire à ton processeur, tu te comportes comme ça. Et du coup, il va reprendre les mêmes timings, les mêmes fréquences et autres, et tu auras ce que tu peux avoir de plus proche de la simulation de la PS1. Quand je dis qu'il faut quand même faire attention, c'est que Analog Pocket fait ça, enfin la société Analog fait ça très très bien, parce qu'il y a toute une couche software qui doit être hyper précise, mais c'est aussi ouvert aux gens qui veulent faire eux-mêmes leur propre cœur FPGA. Et si c'est pas bien maîtrisé, bah t'auras beau avoir du FPGA, ça marchera pas comme il faut. C'est comme avoir une Formule 1. S'il te faut un pilote qui sache la conduire vraiment, si tu mets quelqu'un qui sait pas la conduire, bah ça finira dans le décor. C'est technique alors. C'est très technique, mais c'est côté du constructeur. Et on en revient sur Funny Playing qui a fait sa propre Game Boy FPGA. Techniquement, le processeur et tout est tout à fait capable, sauf qu'au niveau du firmware, ils ont jamais réussi à l'affiner comme il faut. Par exemple, t'as un décalage de l'horloge de quelques frames toutes les secondes. Ah ouais, ok. Alors, c'est pas dramatique, mais c'est pas parfait. Et sauf que les gens, vulgairement, quand ils voient FPGA, ils se disent c'est de l'émulation parfaite. Alors, souvent ça l'est, mais pas toujours. Parce que c'est séduisant le côté où tu as une machine toute récente, toute neuve, très belle, l'Analog Pocket. Allez voir sur internet, c'est une Game Boy, une Game Boy Color un peu dans le même style, qui est magnifique, avec un très bel écran, etc. Oui, c'est plug and play, ça fonctionne très très bien. J'en ai une, ça marche d'enfer. Bien sûr. Après, moi j'ai été plutôt séduit sur des consoles 100% émulation où finalement tu ne mets même plus la cartouche. Mais ce qui m'empêche pas de les avoir quand même, hein, mes cartouches et mes consoles d'origine. Et finalement, c'est moins pratique parce que t'es limité à une cartouche à la fois dedans, quoi. Ouais, c'est clair, bien sûr. C'est la limite finalement de la version la plus aboutie En tout cas, je trouve que ça retranscrit presque le plus fidèlement l'expérience d'époque. Bah, on va dire que tu retrouves réellement la sensation de mettre ta cartouche dans la console. Mais FPGA veut pas forcément dire lecteur de jeu. C'est-à-dire que la Superstation de Taki Udon, que je devrais recevoir dans pas trop longtemps, c'est un clone de la PS1 avec un cœur FPGA dedans. Il peut faire tourner toutes les consoles jusqu'à la 64 en FPGA, donc. Sauf que le gars, il est très connu de la scène, on sait que ses timings sont parfaits, que l'émulation elle sera impeccable. Si tu veux pouvoir mettre tes jeux format disque, il te faut un add-on qui se branche en dessous. Mais si tu ne l'achètes pas, bah tu peux quand même jouer à tes jeux en mettant les ISO et les ROM de tes jeux. C'est-à-dire qu'il faut décorréler le fait d'utiliser ton matériel d'origine de la technologie FPGA. Tu peux très bien avoir une Game Boy FPGA qui ne lit pas les cartouches. Ah ouais, ok, je savais pas. Ok. Ouais, donc c'est quand même quelque chose d'initié. Hein. J'ai l'impression il faut s'y connaître. Et du coup, pour des novices, quelle est plutôt la machine que tu conseilles pour se lancer dans l'émulation, tu vois, avec le budget, enfin quelque chose de smart, tu vois, un budget resserré et une machine de qualité. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi ? On va dire un budget autour de la centaine d'euros pour en format vertical, j'irais vers une Trimu Brick, par exemple. Donc c'est assez petit, c'est un très bel écran et ça permet de jouer à tout jusqu'à la PS1 et un petit peu de Dreamcast. Et là, on va être autour de 70 euros.
C'est bien pour faire ses premiers pas dans l'émulation. Oh, ça va, c'est pas cher. Non, c'est très accessible. Mais Ouais. en fait, et c'est l'erreur qui arrive parfois, et parfois j'ai les commentaires YouTube qui me le disent. Des gars me disent, ah, je veux me lancer dans l'émulation, j'y connais rien, mais je vais acheter une Node 1.3 à 700 balles. Ouais. T'es sûr de toi? Moi, je veux bien, ça me dérange pas. C'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Ouais, bien sûr. Mais on en revient à l'analogie de la Ferrari. Tu risques de mettre longtemps avant de pouvoir l'exploiter pleinement, et c'est pas péjoratif. C'est qu'il faut du temps, ça s'appréhende petit à petit. Alors les gens comme moi qui font de la review et tout ça, moi je vous montre des choses qui sont configurées aux petits oignons avec des jolies front-end, il y a des couleurs partout, ça pète, tu cliques, ça fonctionne au poil. Mais quand tu sais pas faire tout ça, c'est des heures de config en backstage qui se voient pas forcément. Quand tu sais pas faire ça, bah tu te casses vite les dents, et nombre de gens, je vois qu'ils achètent ça et ils les revendent 2 semaines après en disant mais c'est une folie à configurer, j'y comprends que dalle. Et quoi. surtout, aujourd'hui, on a l'habitude d'être très pris par la main, tout est plug and play. Même de nos jours, je pense que nos nouvelles générations n'ont pas l'habitude, tu vois, de nous des Windows à l'ancienne où il fallait qu'on installe les logiciels avec des CD, des machins et tout. Enfin, on est dans une ère où la techno est très basée sur l'expérience, sur l'UX, donc l'expérience utilisateur, où tout doit être fluide, tout doit être simple. Et malgré tout, tu vois, de ce que j'ai vécu moi ces derniers temps avec de l'émulation. Donc j'ai essayé d'installer des émulateurs sur mon Mac, sur ma Retroflip Pocket, et ça demande quand même, tu vois, un petit travail d'appropriation de comment ça fonctionne, comprendre les BIOS, comprendre les différentes versions, les versions PAL des jeux. Enfin, je trouve, tu vois, que ça nécessite quand même une certaine connaissance du sujet, ou en tout cas, il faut se Il rencarder. faut être rigoureux. Et faut pas avoir peur de l'anglais. Si une personne qui est totalement anglophobe et qui ne veut pas essayer de lire l'anglais, c'est mort. Il n'y a pas assez de ressources en français. Hein. Il faut être capable de se creuser et de lire des wikis et des docs pas forcément chaleureuses, quoi. Un exemple tout bête, c'est que par exemple sur PS1, on va reprendre l'exemple de FF8 par exemple. Oui. Et encore, c'est un mauvais exemple parce qu'il te permet de sauvegarder entre chaque CD. On va prendre l'exemple de Metal Gear Solid qui te demande de changer de CD à la volée. C'est très bien géré par les émulateurs, mais sur certaines consoles, il va te demander d'avoir un fichier spécial qui sera un M3U. Donc, comment tu fais ce fichier? Il faut ouvrir un fichier texte d'abord sur ton ordi, le créer et dedans mettre les chemins relatifs de tes ROM à la suite et les mettre dans un dossier bien spécifique et lui donner ce M3U à manger à ton émulateur. Donc rien que là, les gens disent mais c'est pour comment ça, je sais pas, je clique et ça marche. Ah non, il faut voir comment ça. Le jeu les multi-CD, c'est pas comme ça. Et puis récupérer toutes les belles jaquettes et tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut que le nom de tes jeux soit parfait. Il y a toute une nomenclature à respecter. Et quand ça passe pas, il faut aller chercher manuellement sur la base de données du fournisseur comment lui a nommé le jeu. C'est-à-dire, si toi, ton jeu, c'est le 5e élément version française, lui, il l'a renseigné une seule fois en fifth élément, entre parenthèses, the. Et si t'as pas le même nom, bah, il va pas reconnaître ton jeu. Il va te dire, bah, non, t'auras pas une jolie image pour ton jeu sur ton émulateur, quoi. Et écoute, pour la petite anecdote, j'ai jamais réussi à mettre sur mes jeux PS2 les jaquettes. Tu vois, j'ai jamais réussi. C'est le genre de truc, ça m'a frustré parce que quand je lançais PSX2, je crois, l'émulateur PS2, ça doit être quelque chose comme ça. PSSX2, non? C'est quoi le nom? Ouais, PCSX2. PCSX2. Et j'ai jamais eu de jaquette, du coup. J'avais 4 jeux dedans et jamais eu de jaquette. Ça m'a beaucoup frustré. Donc ça, tu vois, je pense que c'est le volet un petit peu inconvénient du rétro gaming. Enfin, du rétro gaming sur émulation. Néanmoins, je trouve qu'il y a un avantage de fou. C'est qu'il y a une communauté derrière hyper active, souvent sur les jeux. Et moi, j'ai eu des patchs... Tu vois, jouer sur PS2 à Onimusha, par exemple, Onimusha 3 qui est difficile à jouer en dehors de l'émulation, à part si on a une PS2. J'avais des patchs HD, tu peux avoir des sauvegardes à 100% avec tout débloqué. Enfin, il y a tout un tas d'outils, les save states, etc. Ça, je trouve que par contre, c'est un confort, c'est incroyable. Même l'avance rapide, c'est génial. Alors, ouais, bah non, tu veux pas jouer en accéléré. Mais là, pour le podcast, on avait fait Headhunter 2. Donc, ok. Sauf que t'as 50 secondes de loading régulièrement. Bah là, avec ton émulateur, tes 50 secondes, tu le mets en speed x5.
bah, ton loading de 50, il devient 10 secondes. Et dès que tu repasses en in-game, tu repasses en mode déroulement à 100% au lieu de Ah ouais, je savais 500%. même pas que ça existait. Ok, d'accord. C'est Ok, ça, donc tu t'as de peux l'avance avancer rapide. les temps de chargement. Bah, ou ce que tu veux, même le in-game. Si, mettons que tu veux faire une session de farming dans Final Fantasy ou Pokémon, bah, tu le configures en x10 et ton jeu tournera 10 fois plus vite que la normale. Ok, Donc tout sera instantané et voilà, il y a plein de choses comme ça. excellent. Ok. Il y a le rollback, comme on retrouve sur Switch, tu sais, le fait de revenir quelques frames en arrière ou jusqu'à 1, 2, 3 minutes selon ce que tu configures. Bah, c'est quelque chose qui vient de l'émulation à la base. Ok. Donc ça fait partie des outils supplémentaires. Et si t'es fan des achievements, il y a toute une communauté de rétro-achievement où les gars ont donc des repris trophées, chaque jeu. comme sur PS ou Xbox, t'as des trophées. D'accord, ok. Bon, je savais pas. C'est ça, tu reprends ton jeu, tu links ton compte avec ça selon ton émulateur. Lui, il va détecter que tu joues à Onimusha, il va te dire bon bah si tu fais cette action ou cette action, tu auras tel trophée. Et tu as tout ton profil de trophée. On retrouve plein d'outils vraiment très sympas, quoi. Et je trouve, là tu vas me dire, mais il y a beaucoup de portages récents de jeux, ou même, tu sais, sur le Nintendo Switch Online, le pack additionnel, quand tu fais tourner de la Game Boy Advance sur ta Switch via l'abonnement de Nintendo, ils ont repris, je trouve, beaucoup de ces fonctionnalités qui font le succès de l'émulation, du rétro gaming sur émulation, à savoir de la save state, parfois tu peux accélérer les jeux. Tu vois, j'ai fait les Castlevania Collection récemment. Bah, pareil, ils ont rajouté tout un tas de tu peux rembobiner, enfin tu vois, tu as raté ton action, tu peux rembobiner. Tout ça, pour moi, c'est un héritage aussi de cette communauté de l'émulation, en quelque sorte, non? Oui, complètement. C'est pour ça que je diabolise pas du tout l'émulation. On nous donne des outils, il faut s'en servir. Autant à l'époque, on n'avait pas ces outils et on trouvait ça normal de recommencer 15, 20, 30 fois la même action. Maintenant, où on n'a pas forcément le même temps à consacrer au jeu, pas forcément la même rigueur, et des jeux en veux-tu, en voilà, à tous les prix, ils savent très bien que si ton jeu te frustre, tu vas vite passer au suivant. Donc, il faut les rendre soit plus accessibles, soit donner une façon de recommencer facilement sans trop de friction. Et ça reste que des outils à disposition, pas une obligation. Celui qui veut le faire en mode hardcore, s'il a la rigueur pour pas utiliser le rembobinage, grand bien lui fasse, quoi. Mais celui qui veut juste terminer le jeu, il avance et il joue au jeu de la façon qui lui convient. Surtout qu'à l'époque, on avait quand même beaucoup moins de jeux. Moi, j'avais 2-3 jeux dans l'année. Aujourd'hui, il y a une profusion de jeux. On peut jouer sur plein de supports, on peut jouer gratuitement. Et de fait, je trouve que l'architecture ou le game design de jeux assez anciens, parfois, ils ont pris un coup de vieux parce qu'en effet, on a peut-être moins la patience de lutter pendant 10 heures sur un boss, sur un niveau exécrable. Et c'est là aussi où je trouve un des bénéfices de l'émulation, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça, tester. Moi, par exemple, il y a un jeu j'en avais des bons souvenirs à l'époque, et je l'ai téléchargé en émulation, c'était Gargoyles, le jeu sur le Game Boy. Gargoyles Quest, Mega Drive. Non. Mega Drive. Ok, oui, je vois. Tu sais, Gargoyles, adapté de la série. Ouais, de Disney. Adapté de la série. Il est ressorti sur Switch il y a pas longtemps. Qui est ressorti sur Switch. En fait, j'en avais des très bons souvenirs. J'avais envie d'acheter le jeu pareil en version boîte, etc. Mais je l'ai refait sur émulation et en vrai, c'était horrible, tu vois. Les hitbox, c'était pas terrible. Tu sautais dans les trous tout le temps. Enfin, jeu hyper frustrant. Et de fait, voilà, j'ai lâché en fait. Tu vois, mes souvenirs avaient enjolivé un petit peu le jeu. Et en fait, non, c'était pas pour moi. Ouais, j'avais fait pareil avec le Hercule sur PS1. Où tout le monde avait fait la démo à Thèbes. Bah ouais, tout le monde adore le jeu quand tu lui dis, tu te souviens d'Hercule? Ah ouais, c'était génial, il y avait les voix françaises et tout ça. Ouais. Sauf que quand tu fais le jeu, t'as 4 niveaux comme ça, t'en as 5 autres, c'est des niveaux des runners type Temple Run. Le jeu, tu le plies en même pas 2 heures, tu dis, ouf, est-ce que ça vaut quand même le fait d'y mettre 20, 30, 40 balles? Ça calme, quoi. Moi, je crois que j'ai fait que le niveau de la démo et du coup, je me suis dit que le jeu était génial. Tu vois. J'en garde que ce souvenir. Et voilà. C'est ça, parce que tout le monde a fait la démo qui se situe à Thèbes, donc dans la ville, où il y a les passages piétons, il faut sauter, les escaliers en 3D qui sont géniaux. Ouais, mais le reste des niveaux, c'est des runners de type Temple Run, quoi. T'avances, tu fais droite-gauche, t'esquives les adversaires. Et là, tu dis, si ça c'était dans la démo, j'aurais pas acheté le jeu. Ouais, évidemment.
Et j'en viens à un autre sujet qui fâche concernant le rétro gaming. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Les prix, tu vois, si tu veux t'acheter un Pokémon, même en version loose, maintenant, ça coûte une fortune. Si tu vas dans les cash converters, etc., avant, tu avais quand même des bons plans, je trouve. Tu avais le moyen de trouver des choses assez sympas. Il y a eu une inflation du rétro gaming, je trouve, qui est, voilà, qui, moi, personnellement, tu vois, m'a gâché un peu le plaisir de collectionner les jeux à l'ancienne. Et c'est ce qui m'a orienté. Tu vois, ça a été pour moi un élément déclencheur de, bon, bah, j'arrête. J'ai acheté, tu vois, j'ai une trentaine de consoles chez moi, j'ai plein de jeux rétro, etc. Mais j'ai arrêté parce qu'en fait, ça devient une folie. Et je te dis, c'est cet élément-là qui m'a réorienté vers le jeu sur émulation. Quel est voilà, ton point de vue par rapport à ça, ton ressenti? Avant, c'était un marché de joueurs, un peu collectionneurs. Maintenant, c'est devenu un peu du placement financier pour certains et de spéculation. La spéculation. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, il n'y a plus spécialement de plaisir. J'ai une énorme collection de jeux. Et là, j'en ai parlé, hein, que ce soit sur mon Discord ou ailleurs. J'ai dit, bah, je vais rationaliser tout ça parce qu'avant, je collectionnais parce que j'aime le jeu vidéo. Ouais. Sauf que maintenant, c'est devenu inaccessible. Donc, ma collection ne bouge plus. Et je préfère m'acheter des belles pièces qui me font plaisir plutôt que de collectionner pour collectionner. Du coup, là, je vais profiter de défaire les cartons pour... j'ai acheté, tu sais, les énormes bacs que tu trouves chez Action. Et dedans, je mets tout ce qui ne me fait pas spécialement plaisir ou qui était caché dans mon ancien appart que je voyais pas. Si je le voyais pas et que j'y pensais pas, c'est que j'en ai pas forcément besoin ou envie. Donc ça va aller dedans et je vais en vendre une tonne parce que, par exemple, j'ai acheté une Saturn il y a 8 ans. Je l'ai allumée une fois. Et j'ai 10 ou 15 jeux, hein. Mais vu que j'ai pas d'affect pour la console parce que je l'ai pas connue à l'époque, je me dis, en fait, ça fera peut-être plaisir à quelqu'un qui, lui, aime la Saturn comme moi, j'aime la PS1. J'ai plus d'intérêt à la garder. Donc, je préfère... Mais c'est vrai que j'ai vu sur Vinted que tu t'es mis à vendre quelques pièces, des jolies pièces, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, bah, j'essaye de revendre des trucs sympas. Hein. J'ai quelques jeux de Limited Run Game que j'ai même pas déblistés parce que j'ai pas eu le temps et l'envie m'en est passée, quoi. Par exemple, j'ai tous les Shantae en version collector. Bah, je suis en train de tous les mettre sur Vinted. Et il va y avoir plein de pièces comme ça qui vont partir. Je sais pas pour faire ma pub, mais c'est juste que, bah ouais, moi aussi, je vais sortir de la collectionnite pour garder que les pièces qui me font vraiment plaisir. Donc, mes jeux GBA, je vais les garder. Parce que ça, c'est vraiment un kiff, les belles boîtes et tout ça. Mais les jeux Mega Drive, les jeux Saturn, une partie des jeux 64 ou même Super NES, bah, ça m'intéresse quand même un peu moins. Et un autre point que tu n'as peut-être pas sur le conducteur ou prévu, c'est qu'on a maintenant des linkers sur toutes ces consoles. Donc un linker, qu'est-ce que c'est? Ça va être une cartouche spéciale où dedans tu mettras tous tes jeux. Donc ça te permet de jouer sur le matériel d'origine à tous tes jeux sur la même cartouche. Donc en gros une fausse cartouche de Mega Drive que tu mets dans ta Mega Drive en fait. Voilà, sauf que dedans tu as une carte SD qui a tous tes jeux. Et t'as plus jamais besoin de sortir ta cartouche de la console et finalement tu gardes le ressenti de jouer avec ta manette et ton matériel original, hein. Sauf que t'as plus besoin forcément des cartouches. Et du coup la collection reste que sur les belles pièces qui te font plaisir ou que t'as eu à l'époque. Et bah tu vois, j'ai pour cette idée de rationaliser la collection, moi j'ai entrepris ça et d'ailleurs j'en parlais avec un de mes potes, il se reconnaîtra, big up à lui. C'est ma collection de mangas. Bon là t'as la vidéo, tu vois, j'ai qu'une petite partie de ma collection de mangas, mais j'ai à peu près 1000 mangas et en fait j'ai entrepris récemment de vendre beaucoup de collections de BD qui m'intéressaient moins et d'investir que dans de la perfecte édition. Tu vois, là j'avais un point de départ à 1000 mangas, j'arriverai peut-être à 300, 400, mais par contre ce sera en effet ce que tu as dit, plus des pièces de valeur qui me tiennent, avec lesquelles j'ai une histoire, tu vois, Dragon Ball évidemment je les ai achetés en perfecte édition, mais les trucs où tu vois j'ai un truc à raconter autour de la saga qui m'a touché, une licence de cœur et de cette façon je rationalise aussi ma collection, plus en termes de volume, mais plutôt en termes de qualité et d'affect. Et j'ai le sentiment, dans ce que tu expliques, c'est ça, moins mais mieux. Et c'est un peu ce que tu as entrepris aussi, du coup. C'est ça. Par exemple, j'ai des jeux qui me tiennent vraiment à cœur, que ce soit, j'ai encore mon Golden Sun que j'ai acheté à l'époque, j'ai un Castlevania Symphony of the Night Mint, machin. Ça, c'est des pièces qui vont pas bouger, qui resteront dans ma collecte, évidemment. Mais je veux dire, les Crash de mise ou autres sur Super NES, honnêtement, j'en ai pas grand chose à faire parce que j'y rejouerai sûrement pas.
Et si ça fait plaisir à quelqu'un d'autre, tant mieux, quoi. Hmm. Et en parlant de la cartouche Lynx, tu m'as Linker, donné ouais. quand même Linker, pardon. Tu m'as donné une transition sur mon sujet d'après, qui est une nouvelle mode des constructeurs, à savoir ressortir des petites moutures de leur console avec des ROM officiels, j'imagine, dedans. Donc on pense à la Super NES Mini, à la Mega Drive Mini, et plus récemment à la Neo Geo, qui, j'ai l'impression, tu vois, a retourné Internet, tout le monde était content, etc. Pareil, comment tu perçois cette nouveauté, je trouve, sur le marché, où même les constructeurs s'approprient eux-mêmes ce marché un peu parallèle pour ramener des joueurs et bien sûr jouer sur la nostalgie, parce que nous sommes des gens très faibles, évidemment. Alors, je les ai eus, hein, la NES, Super NES, Mini, Mega Drive Mini. Je les ai toutes revendues parce que Ah ouais, c'est pourquoi? un move. Parce que pour moi, c'est un move hypocrite des constructeurs. Mhm. Dans le sens, à l'intérieur, c'est un bête. Alors, je vais vulgariser, un bête Raspberry avec des ROM. Autant dire Ouais. en termes de matériel, ça vaut 0. Et moi, c'est des consoles que j'ai encore physiquement d'époque. Oui, en plus. Donc, je veux dire, pourquoi je vais jouer à la NES Mini qui, si on rentre dans la technique, n'est même pas capable d'émuler tout le catalogue de la NES parce qu'il lui manque des mappeurs et qu'ils ont mis un truc un peu cheap. Ah oui. Pourquoi je vais Ok. m'embêter à ça alors que j'ai déjà la NES avec tous les jeux qui m'intéressent? Hmm. La PlayStation Mini, c'était une super fraude. Parce que, en fait, quand tu branchais un clavier USB et que tu appuyais sur échappe, tu tombais sur le menu de l'émulateur. Et c'était le même émulateur que tu pouvais télécharger, c'était EPSXE. Donc, en Mais fait, non. ils ont basé ça sur un émulateur sans demander les droits. Ça avait fait tout un shitstorm. Même pas propriétaire, du coup. C'était Même même pas pas eux. approprié. Alors qu'ils ont leur propre émulateur PS1 qui s'appelle ah putain, j'ai plus le nom, c'est ce qui est utilisé sur PSP, c'est quelque chose qu'ils ont développé en interne qui marche très très bien, hein. Mais pour la PS1 mini, la PlayStation Mini, ils ont pris un émulateur, ils l'ont foutu sur un Raspberry, ils ont mis une jolie coque autour et vas-y que je te vends ça 100 balles. Et en fait, Parce que c'était franchement, juste histoire de rappeler les souvenirs à des gens qui ont quitté Ah le oui. marché du gaming et se dire ah, j'avais ça quand j'étais gamin, je vais l'acheter. Et ça, t'y joues une soirée, puis ça finit au fond d'un tiroir, quoi. je vais te donner une anecdote d'un collègue qui est absolument pas joueur. Et il était en face de moi, il m'a dit tiens, j'ai vu sur internet qu'ils vendent des petites consoles portables. Donc c'est, je sais pas, c'est de la Mega Drive, enfin tu vois, ça ressemble à de la Mega Drive. Et il m'a dit il y a 70 jeux dedans. Il m'a dit j'ai acheté direct, j'ai vu un jeu que j'avais quand j'étais gamin et tout. Et il a dû payer ça, je crois, à Leclerc 70 €, tu vois. Et je suis intimement convaincu, il faudrait que je leur demande, mais tu vois, il y a joué une ou deux fois, il a dit ah, c'est trop cool, j'ai relancé Sonic comme à l'ancienne et fin de l'histoire. C'est tu vois. ça. C'est Il vraiment a passé 2 jouer heures sur Sonic ou Altered Beast Bah oui. et voilà. Ouais, exactement, comme on a tous fait, je pense. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, dans le jeu vidéo actuel, un des leviers les plus forts, c'est la nostalgie, parce qu'ils vont cibler précisément toi et moi, qui avons 30, 40, parfois 50, enfin ce genre de joueurs qui aujourd'hui ont du pouvoir d'achat et qui aiment bien regarder en arrière et qui aiment bien, tu vois, retrouver les sensations, retrouver les musiques. Tu vois, moi, Sonic, c'est mon tout premier jeu. J'entends la musique du premier niveau de Sonic, ça me fait un truc, tu vois, dans le cerveau, il y a quelque chose qui se déclenche et ça me renvoie en enfance, tu vois. Et ça, je trouve que ce pouvoir-là qu'ont les jeux vidéo d'il y a 20, 30 ans, c'est inépuisable en termes de manne financière, tu vois. Tu auras toujours quelqu'un qui pourra revivre ça, cette petite étincelle l'espace d'un instant. Oui, c'est pour ça que les Sonic, ils commencent toujours par une Green Hill Zone, hein. Même aujourd'hui, hein, Sonic Mania, ça commence par une Green Hill Zone parce que c'est comme ça que t'attrapes tous ceux qui étaient fans de Sonic à l'époque. Voilà, on se fait avoir. Et ils n'auront pas besoin d'en voir plus, quoi. Ils verront Green Hill, ils diront oh, c'est génial, j'y vais. Mais ça marche pour tous les jeux, hein, que ça soit Mario ou autre, hein. Mais c'est pour ça aussi que la licence Pokémon, tous les 3 jeux, on retourne à Kanto où on a des choses sur les 151 premiers. Parce que c'est comme ça qu'ils s'assurent des millions de ventes par les trentenaires plus, quoi. Mais moi, je trouve que Pokémon, c'est devenu, enfin voilà, c'est un succès monumental, mondial, incommensurable. Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas plus grande success story dans le monde de la culture que Pokémon. Mais, à contrario, je trouve que c'est très ambivalent. Pokémon n'ont jamais réussi à s'extirper de la première génération. Autant pour les nouveaux joueurs que pour les anciens. Tu vois, il y a toujours ce renvoi à Pikachu, à la génération première, à ce côté doudou nostalgique de la première génération. Et Pokémon, malgré ce qu'elle est aujourd'hui, et je suis pas un fervent défenseur des derniers jeux, il n'arrive pas, je trouve,
à se sortir de cette première génération qui est finalement l'âge d'or, le point d'orgue. Bah, c'est les jeux qu'ils ont le plus vendus. La seule fois où ils ont eu un peu l'audace de le faire, c'était pour Noir et Blanc 1 et 2. Blanc et Noir. Ouais. Qui sont des très bons Pokémon. Et c'est ironiquement, c'est sûrement les meilleurs Pokémon hors référence à la première ou deuxième génération, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, et parce que le reste, ils ont trop peur de... je sais pas, c'est un enfant à qui qui fait du vélo, à qui il veut pas enlever les petites roues. Ouais, complètement. Et du coup, sauf que l'enfant il grandit, mais quand il a 25 ans sur son vélo à 4 roues, ça commence à être compliqué, quoi. Et petit aparté, qu'est-ce que Pokémon vague et vent? Alors t'en penses quoi? T'es chaud ou t'es pas chaud? J'espère qu'on aura un peu des graphismes qui vont dépasser l'ère GameCube enfin. T'es méchant avec la GameCube, là je te remercie, mais c'est une console incroyable la GameCube. T'aurais pu ouais. prendre encore avant. Un début de PS1. Ouais. Non, quand même pas. Non, mais quand on voit techniquement, c'est catastrophique, tout ce qu'ils nous ont sorti. Alors, est-ce que c'est la pression de Pokémon Company, de Nintendo, de Game Freak? C'est leur tambouille interne. Je comprends pas que ça soit aux consommateurs d'essayer de leur trouver oui, mais il faut leur pardonner parce que ceci, parce que cela. Au bout d'un moment, le jeu, tu le payes le même prix. Je comprends pas que le standard de qualité soit si bas. Et ils continuent de faire des millions de ventes, donc ils auraient tort de se priver aussi. Donc, d'un sens, oui. Je vais regarder ça loin, mais... En termes de valeur de production, pour moi, les jeux Pokémon en 3D n'ont jamais surpassé ou même effleuré la qualité des jeux qu'on avait en 2D, avec le développement du lore, avec le post-game, avec la gestion des légendaires. Enfin, moi, l'ère 2D de Pokémon, pour moi, elle est incontestable par rapport aux productions 3D qui sont sorties récemment. J'ai un tout petit peu d'estime pour Pokémon Arceus et Pokémon Let's Go, que j'aime particulièrement. Mais le reste, moi, franchement, j'adhère pas. Oh, pareil, j'ai fait... je crois que le dernier que j'ai fait, ça doit être épée et bouclier. J'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça très nul. Soporifique. C'est ça. Autant les premiers, bon, déjà on avait un vrai challenge dans le sens où on avait un vrai rival. Maintenant c'est des copains, c'est machin. C'est devenu trop niais aussi. Voilà, j'accroche plus. Et comme tu disais, la nostalgie c'est un levier puissant. Du coup, je regarde un peu ce qui se fait avec nostalgie, mais les designs me parlent pas plus que ça. Le jeu, j'attends d'en voir quand même un peu plus. Mais finalement, le meilleur moment que j'ai passé sur les derniers qui étaient sortis, là, Écarlate et Violet, c'est de voir les compiles de bugs, quoi. C'était ça le plus drôle. Et ouais, c'est très drôle. Et c'est problématique. C'est problématique que le meilleur moment du jeu, ça soit de compiler tous les fails. Et leur politique de DLC est devenue catastrophique. Déjà, avant, c'était 3e jeu, on trouvait ça limite. Maintenant, on t'annonce des DLC avant même la sortie des jeux, pour Zelda, je crois. Et pour en venir à ces mini-machines, ces mini-consoles, tu vois, imagine une GameCube, une mini GameCube avec dedans pléthore de jeux GameCube. Enfin, pour moi, il y aurait un potentiel commercial que Nintendo, je pense, n'exploitera jamais. Mais tu vois, je serais tellement acheteur d'une petite GameCube avec Resident Evil Rebirth, Animal Crossing, Wind Waker. T'imagines, enfin, je pense qu'ils pourraient vendre plus de mini GameCube qu'ils ont vendu de GameCube réels à l'époque. Oui, je pense aussi. Après, il faut pas grand-chose pour émuler une GameCube. Donc si c'est vraiment pour jouer au jeu, tout le monde a ce qu'il faut chez lui. Enfin, 95% des auditeurs, je pense qu'ils ont clairement ce qu'il faut pour jouer au jeu GameCube. Mais tu l'achèterais pour l'objet, pour les souvenirs qui te rappellent. Bah ouais, carrément. Sauf que c'est très compliqué parce que, comme j'ai dit, la GameCube, elle avait un catalogue très étoffé de plein d'éditeurs différents. Je veux dire, ils étaient main dans la main avec Sega, donc là, ils l'ont plus. Donc les Sonic, on oublie. Les Resident Evil avec Capcom, on oublie. Les Beautiful Joe, ça sort. Il resterait quoi? Il resterait Mario Sunshine, il resterait Eternal Darkness, Animal Crossing, Luigi's Mansion, Mario Striker Football. Zelda, ils ont toujours pas porté le HD sur Switch alors qu'il était sur Wii U. Mais voilà, finalement, ça se tarirait assez vite. Parce que les meilleurs moments que j'ai passés sur GameCube, c'est peut-être pas forcément des jeux Nintendo. Ah ouais? Pourquoi? Mais oui, je serais parce que comme je dis, j'ai passé énormément de temps, par exemple, sur Soul Calibur 2 sur GameCube.
c'est pas un jeu Nintendo. Les Non. Resident Evil, c'est pas des jeux Nintendo. Mm. Il y a plein de jeux auxquels j'ai joué, finalement, c'est pas forcément du Nintendo. Mais ça n'empêche pas qu'ils étaient de qualité, hein, leurs jeux. Hein. Mais ils avaient aussi l'appui des tiers, quoi. Elle a un catalogue exceptionnel, la GameCube. Enfin, moi, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais ouais, vraiment exceptionnel. Et moi, mon prochain point de réflexion concerne là plus le jeu vidéo moderne, mais c'est un lien quand même avec ce qu'on évoque, à savoir les remakes, les remasters. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Nous, à la taverne, tu vois, on est très clients. Moi, j'avoue, et je l'ai déjà dit, et ça a fait hurler des gens, mais je pourrais jouer qu'à des remakes, remasters, tellement que, tu vois, j'ai de l'affect pour certaines sagas, etc. Toi, est-ce que tu veux pas entendre parler des remakes, remasters? Tu préfères les jouer directement sur émulation à l'ancienne? Ou au contraire, t'es content de revoir FF7, par exemple, on en a parlé, ou d'autres venir? Non, moi j'adore ça, hein. Mais pourquoi? Parce que c'est des jeux que j'ai connus Ah, voilà. quand j'étais gamin et que maintenant c'est adapté en termes de quality of life à ce qu'on aime, à des beaux graphismes. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sortie d'une nouvelle licence, mettons, on prend un studio au hasard qui fait une nouvelle licence. S'il se plante, le studio ferme. Ouais, Un jeu, à l'époque de la PS1, quand il se loupait, c'était quoi? C'était 300, 400 000 $. Ok, le studio pouvait s'en remettre. Maintenant, quand c'est un jeu de la trempe d'un God of War ou, je vais pas dire d'un GTA 6, mais non, quand même pas. C'est une anomalie. Un jeu triple A qui se plante, c'est fermeture de studio. Donc, est-ce que les gars sont prêts à jouer leur carrière et leur studio sur les ventes potentielles d'un jeu? C'est quand même plus rassurant de se dire on reprend les assets de notre vieux jeu, on les revend, on sait qu'on a un parc solide de gens qui achèteront pour un minimum d'efforts créatifs. Je dis créatif parce que la technique, il y a beaucoup de boulot quand même. Hein. Non, mais il y a du taf énorme. Mais tu vois, pour moi, Capcom, ils sont en ce moment au prime, hein, ils sont au sommet, Capcom. Ils marchent sur l'eau, Capcom, là. Ils marchent sur l'eau. Tu vois, même en termes d'estime, je trouve, les joueurs adorent Capcom. Enfin, voilà, tout roule pour eux. Ils se permettent d'augmenter leurs salariés. Enfin, tout va bien pour Capcom. Et je trouve qu'ils ont trouvé un équilibre entre les remakes, les remasters, les nouvelles productions, les suites, les nouvelles IP. Ils ont sorti Pragmata pas plus tard que cette année, à côté d'un remake de Resident Evil, à côté d'un nouveau RE9 et d'un remake qui était il n'y a pas si longtemps RE4. Donc je trouve qu'ils ont trouvé une espèce d'équilibre où en effet ils capitalisent sur leur gloire passée, tout en leur permettant, ça leur permet d'investir sur de nouvelles licences et aussi sur des suites à succès en faisant continuer à grossir leurs très grosses licences. Et à mon sens, c'est aussi ça que doit être les remakes, remasters, c'est des moteurs pour les studios. Tu vois, c'est réussir à les emmener vers des nouvelles productions, vers une manne financière qui sécurise et les salariés et le développement, tu vois. On est complètement d'accord. Ça permet d'assainir la santé financière du studio et ça permet aussi de tester des mécaniques qu'ils vont utiliser plus tard. C'est-à-dire que ils ont sorti RE4 Remake. Moi, j'ai adoré. Mais je sais très bien qu'ils ont repris des frames d'animation, des choses de Léon pour le mettre dans Requiem. Et ça serait idiot de ne pas les réutiliser. Et ça me va tout à fait. C'est ça. Donc, moi, j'ai pas de problème que de devoir manger un RE4 Remake qui était excellent. Et en plus, qui nous sortent un nouveau jeu. Et si ça leur a en plus permis de développer le très bon Pragmata à côté. Ah, t'as bien aimé Pragmata? J'ai un peu commencé. Ouais, ça me plaît pas mal, moi. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Pragmata. Je me prononcerai une fois que je l'aurai terminé, mais en tout cas, moi, je suis client pour le moment. Je trouve que c'est une belle prise de risque. C'est un univers qui peut paraître déjà vu, générique, alors que pas du tout. Tu verras la relation entre Diana et Yuge est très très cool. Et ils ont fait ce que Capcom sait faire, c'est construire un jeu autour de son idée de game design. Et je trouve que c'est là-dedans que Capcom excelle le plus. Et je ne vais pas encore parler d'Onimusha, mais voilà, Onimusha en est l'exemple. C'est que tu as un concept, tu as une idée, et tu construis autour de cette idée. Et je trouve que c'est ça les jeux qui fonctionnent le mieux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur le médium du jeu vidéo, on est là pour jouer avant tout. Et donc construire tout autour de son idée de gameplay, de game design, pour moi, c'est ce qui fait le succès d'un jeu, et Pragmata en est un petit peu cette illustration, je trouve, de cette philosophie de Capcom. De toute façon, le jeu m'avait embarqué depuis un moment, je commence à y jouer, je suis pas déçu, donc je sens que j'irai au bout, et puis
Capcom fait partie des studios en qui j'ai confiance en ce moment. Ouais, Je dis pareil. en ce moment parce que le vent tourne relativement vite. Hein. On a Ça vu peut aller vite. Xbox souffler le chaud et le froid en un an. La nomination d'Asha Sharma, ouais, elle va tout changer. Regardez, le Game Pass rebaisse de prix, c'est génial, machin. Ah, ils ont annoncé des super jeux. Comment ça, ils ferment le studio juste derrière une semaine après? Ah bah ouais, ils sont pas là pour se faire des copains, ils sont là pour faire des sous. Hein. Oui, Xbox peut souffler le chaud et le froid, pas dans la même année, mais ils sont capables de le faire dans la même semaine. C'est ça qui est assez fort. Parce qu'ils ils sortaient renforcés, je trouve, de le Summer Game Fest pour derrière sortir une communication qui les a desservis. Alors que je cesserai de le dire, je suis pas un Xbox fan, j'ai pas forcément d'affect avec cette marque, mais par contre, je trouve qu'ils ont vraiment de l'or entre les mains, des licences de ouf, ils ont des studios, ils ont l'argent, enfin, ils ont tout. Et s'ils échouent, ce que je ne souhaite pas, ce serait pour moi un des plus gros échecs de l'industrie qui vaudrait l'échec de Sega sur les consoles qu'on regrette tous. Et pour moi, Xbox, ce serait voilà, un cataclysme au moins aussi important. Quoi. Pour moi, ils ont clairement pris la même destinée que Sega. Hein. Il est où le Xbox de l'ère 360 qui était capable de se battre avec Sony? Moi, c'est ce Xbox-là que je veux revoir qui donnait une vraie alternative au jeu. Là, maintenant, j'ai l'impression que qu'ils essayent de survivre, alors que pourtant, ils ont la puissance et financière, et en licence, et en studio de faire ce qu'il faut. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils sont paralysés par tellement d'assets qu'ils ont entre les mains, ils savent pas quoi faire. Et ils achètent, il y a rien qui sort. Du coup, ils ferment les studios, ils les revendent. C'est compliqué. On a l'impression qu'ils savent vraiment pas où ils vont. Ouais. Et à contrario, on pense tous avec le sourire de cette ère Xbox 360 qui était une console de fou, avec le live gratuit. Enfin, ils ont apporté tellement à cette période. Et d'ailleurs, ça s'émule de la Xbox et de la Xbox 360 ou pas du tout? C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Sur l'ère Xbox, vaut mieux émuler de la GameCube. C'est la console qui est la mieux maîtrisée des trois. La 360, Dolphin, ça commence. L'émulateur. Ouais, à Dolphin. Ouais. La 360, ça commence gentiment à donner quelque chose. Ah ouais. Et en plus, enfin, ils ont à leur crédit Xbox, si j'ai bien compris, encore une fois, j'ai pas d'Xbox, mais tu as une galette de jeux 360, tu la mets dans ta série X, et en avant, ça fonctionne. Et peut-être même avec certains jeux Xbox de première du nom. Et ça, c'est un défi industriel, c'est énormément de respect pour les joueurs, je trouve, et pour la préservation du jeu vidéo. Enfin, moi, j'ai trouvé que de tous les moves d'Xbox, moi, c'est le seul que je garderai, c'est leur politique de rétro gaming. Ah oui, ça pour le coup. Alors, tout le catalogue n'est pas utilisable comme ça, mais une bonne partie assez satisfaisante. Et il y avait beaucoup de rumeurs avant la sortie de la PS5, comme quoi la version disque serait capable de lire tous les disques de la PS1 à la PS5. Moi, j'aurais sauté de joie. D'ailleurs, s'ils me font une PS6 qui est capable de lire tous les disques originaux de la 1 à la 6, je suis vendu dès la première seconde. Hein. Pareil, alors, j'y crois pas un seul instant parce que finalement, ils ont vu que, comme fait Nintendo, c'est pas mal de revendre des ROM sur leur store et de faire des millions de ventes. Moi, j'en achète. Hein. Donc, ils ont. C'est ça, donc ils n'ont pas de raison de faire en sorte que tu puisses le faire facilement. Et après, c'est souvent vu d'un mauvais œil et je peux le concevoir. On peut parler de Pokémon Vert, voilà, qui est sorti à 20 balles sur le store. Moi, je l'ai acheté direct pour 2 raisons. Je l'avais jamais fait et c'est un remake incroyable. Enfin, moi, je trouve que c'est un très bon remake parce qu'il porte toute la qualité de vie de Pokémon, de la 3e génération dans la première génération. Et presque, si j'avais un conseil à donner, la personne qui veut découvrir la première génération, je lui dirais de faire Pokémon Vert. Et donc, en ça, tu vois, j'étais très content de dépenser mes 20 balles sur cette ROM et j'ai conscience que c'était qu'une ROM qui rapporte rien d'autre. Et la deuxième raison, c'est que le jeu, aujourd'hui, si tu veux l'acheter en version physique, c'est 150 balles, je pense, ou quelque chose comme... Oh, j'exagère peut-être un peu. En loose, ça va être 80-90 balles. Tu vois? Ouais, juste la cartouche, tu vas être sur 80-90 balles. Et Nintendo ne dévalue pas ses produits. Ils savent que c'est une force de frappe incroyable et que la ROM à 20 balles, ils en ont quand même vendu 8 millions d'exemplaires. Ou 8 ou plus. Aussi, en tout cas, c'est colossal. Et alors ça, moi, je comprends qu'on déteste cette politique et je ne la défends pas. Mais par contre, ces 8 millions de ventes à 20 balles, c'est ce qui leur permet aussi peut-être de ne pas licencier, de lutter contre le turnover. Ça génère de la thune. Les gens sont contents souvent d'acheter, puisque sinon ils n'achèteraient pas. Ça génère de la thune pour eux. Et in fine, je pense que ça préserve aussi les salariés, d'une certaine manière, non? Je sais pas, mais
probablement. Les gens qui ont fait en disant oui, Mm. c'est trop cher. Alors moi, je les ai pas achetés parce que j'ai trouvé ça trop cher. À 15 balles, Ouais, j'en aurais peut-être pris un. mais je comprends, je Mais, comprends, je comprends. Mm. mais encore, moi, je suis dans une position spécifique parce que j'ai le matos pour y jouer encore à mes cartouches d'origine et je les ai. Donc les gens qui disent oui, mais machin. Là, ceux qui grognent généralement, bah, ils ont ni le jeu d'origine, ni la GBA pour y jouer, ni le matos pour y jouer. C'est ronchonner pour ronchonner parce qu'ils savent ils peuvent le faire de façon Mm. illégale gratuitement. Je veux dire, Mm. quand c'est sorti, j'ai vu énormément de posts de gens qui le faisaient tourner sur leur Steam Deck. Ah oui. Ah oui, oui, c'est possible. Ok. Mais Mais tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne tout le sait pas monde que ne c'est l'a possible. pas. Tout le monde n'a Et pas les puis c'est pas, connaissances. puis c'est pas comme ça que ça doit être fait. Je veux dire, à partir du moment où tu as une alternative légale, bah c'est quand même plus sympa. Alors, je suis mauvais langue parce que techniquement, je pourrais le faire de façon complètement légale en prenant ma version originale, en la C'est vrai. ripant. Mm. Par un jeu de plein d'étapes, je pourrais le faire. Mais on est combien à faire ça? 1% de tous ceux qui ont montré. Il y en a plein, c'est juste dire oh là là, achetez pas le jeu, vous pouvez le télécharger gratuitement. Et bon bah, je trouve ça un peu moins pertinent, même si je suis pas content qu'ils l'aient vendu ce prix-là. J'ai trouvé ça trop cher, mais après Mhm. ceux qui ont la nostalgie, qui veulent le refaire, moi je suis pas leur banquier, ils font bien ce qu'ils veulent. Hein. Et aussi, tu vois, tu prends des parents non initiés qui voient un nouveau jeu Pokémon sur le store à 20 balles, bah, ils peuvent considérer que 20 euros, c'est quand même beaucoup plus accessible que d'acheter un Pokémon X et Y, que d'acheter un Pokémon ZA ou autre. Et malgré tout, bah, pour les plus petites bourses, d'avoir un jeu à 20 euros qui fera plaisir à leur gamin, qui est extrêmement qualitatif, je trouve que ça a du sens. Et tu as dit quelque chose aussi que je trouve très important. Et Nintendo ne dévalue pas la valeur de ses jeux, jamais, ni dans le temps, ni dans la qualité du jeu. Un Mario Kart à sa sortie coûte un prix, 8 ans après, c'était quasiment le cas d'ailleurs je crois pour Mario Kart 8 qui a jamais baissé de prix parce qu'il considère que ce jeu a de la valeur. Et en faisant ça, nous quand on achète le jeu et qu'on le revend, ben, on le revend bien, donc il y a un intérêt aussi pour le consommateur, mais surtout, il rappelle à tout le monde, je trouve, que bah, ça a un coût. C'est des œuvres qui ont de la valeur. Et ça, je trouve que quand même, c'est pas mal de nos jours de rappeler que c'est quand même du travail et que c'est pas gratos, quoi. Bah, d'ailleurs, depuis la Wii U, il n'y a plus de version Player Choice ou Nintendo Select. Hein. Mhm. Ça n'existe plus, Mhm. ces gammes. Ouais, c'était comme les gammes Platinum de PlayStation, par exemple, qui n'existent plus non plus. C'est ça, les gammes à bas prix parce qu'ils ont fait plus de X millions de ventes. Non. Que ça soit Day One ou 8 ans après, ton Mario Kart 8 Deluxe coûte quasiment le même prix. Hein. Ouais, bien sûr. Et on dit pas ça pour saucer Nintendo parce que dans l'inverse, il y a des pratiques dont tu as parlé tout à l'heure, leur gestion des DLC sur Pokémon, leur pack d'extension sur différents jeux, sur Mario Kart, etc. Moi, je trouve que Nintendo a vraiment embrassé ce sujet des DLC et des packs d'extension, et là à outrance. Je trouve que des fois ils en font trop, c'est cher, et là tu vois je suis déjà beaucoup moins fan moi de ce genre de... Enfin, on est d'accord. Moi, avant, on pouvait dire on achète notre jeu Nintendo, il est fini. Cette ère-là est révolue parce que à tout moment ils te sortent des packs d'extension payants ou autres, alors qu'avant tu savais que tu achetais ton jeu, il était dans son état final et il fonctionnait très bien, quoi. C'est plus vraiment le cas. J'ai encore 2 dernières questions avant de clôturer. L'avant-dernière, c'est si on se projette, selon toi, quel est l'avenir du rétro gaming? Pourquoi je dis ça? Je parle du rétro gaming de maintenant, les consoles récentes, PS5, Xbox, Series, les jeux récents. Est-ce que tu crois que dans 20 ans, on fera la même chose qu'on fait aujourd'hui pour les jeux d'il y a 20 ans, à savoir télécharger des ROM, rejouer à des jeux comme ça de l'ère PS5 qui était notre enfance, ou au final, c'est un loisir qui restera de notre génération parce qu'on a connu les balbutiements du jeu vidéo et que ça va s'éteindre petit à petit. Quelle est toi ton appréciation de ça? Et pourquoi je pose cette question, c'est que il y a l'avènement du dématérialisé, il y a tout un tas, il y a les patchs Day One, il y a les DLC, enfin les jeux c'est de plus en plus difficile j'imagine de les avoir complets avec toutes les versions qui peuvent exister. Donc quel avenir tu vois toi pour le rétro gaming des jeux qui sortiraient maintenant? C'est compliqué. C'est parce que les jeux qui sortent aujourd'hui sont de plus en plus éphémères. C'est-à-dire qu'on voit des jeux faire fermer leur serveur au bout de
de quelques années, voire quelques mois ou quelques semaines parce que commercialement ils n'ont pas fonctionné, alors on coupe tout et c'est fini. Il y a déjà ce premier problème. Le deuxième problème, et je l'ai dit souvent en podcast en reprenant le même exemple d'Assassin's Creed, depuis l'ère PS3 et 360, beaucoup de jeux hors Nintendo ne sont pas finissables en V1.0, ou présentent de nombreux bugs, ou ne sont pas terminés, ou ont besoin d'un téléchargement complémentaire. Là, tout récemment, il y a First Light 007 qui est sorti. Sur le disque, il n'y a que la première mission. C'est fou. Donc tu es obligé. Et puis maintenant, on a des jeux qui nécessitent encore plus de téléchargement. Mais encore au-delà de tous ces aspects techniques, où je trouve que le jeu devient de plus en plus éphémère et pour moi, le rétro gaming va s'éteindre petit à petit avec notre génération, c'est surtout que la génération suivante, elle joue pas aux jeux vidéo. Elle joue à un jeu vidéo. C'est-à-dire communautaire, que souvent, en ligne, multi. Roblox, Fortnite, ce genre de choses, ils préfèrent jouer et se concentrer sur un seul univers. Comme nous, à notre époque, on a eu des joueurs qui étaient dans Guild Wars ou dans World of Warcraft, et ils ne jouaient qu'à ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est parce que aussi ces jeux que tu cites, à mon sens, c'est aussi des lieux de sociabilisation numérique. C'est pas que du jeu vidéo, du coup. Mais sauf que le jeu vidéo, maintenant, son but, c'est de capter un maximum l'attention et de faire de la rétention du joueur. Faire de la rétention. Ouais, bien sûr. Tout le temps que tu vas passer sur ton jeu, peu importe lequel il est, c'est du temps que tu ne prendras pas à découvrir une autre production. Et dans 20 ans, si tu n'as pas découvert cette production, tu pourras pas en être nostalgique. Aucun intérêt en termes de rétro gaming. Nous, on est très fan de ça et de nostalgie parce que on avait beau avoir entre 1 et 3, voire 5 jeux par an. C'est des jeux qu'on a beaucoup compté parce qu'on avait que ceux-là. Qui comptaient. Et on s'est construit avec, et maintenant on y repense avec nostalgie. Donc la réponse à cette question, c'est finalement, le rétro gaming vivra aussi longtemps que le sentiment de nostalgie qui émanera de ses œuvres. Et les jeux qui sortent actuels, par la profusion des jeux, aujourd'hui un enfant peut jouer à 1 million de jeux plus que nous enfants, et ça dilue très certainement ce sentiment de nostalgie. C'est ça que tu expliques, du coup. C'est ça. Quand t'étais sur NES et que t'avais que ton Tortue Ninja. Bah ouais. T'avais que ça pour 3 mois. Bah, même s'il était pas parfait, bah, tu le ponces, et bah, 3 mois de ta vie quand t'as 7-8 ans, bah, ça compte vachement plus que les 10 heures que t'as passé sur un God of War random que t'auras oublié 2 semaines après. C'est complètement vrai. J'avais pas vu le truc comme ça, mais t'as raison, ouais. Maintenant, on a trop d'accès, on a accès à trop de jeux, et en plus, comme j'ai dit, les générations d'après ont de moins en moins de découvertes. Donc, à moins de tomber sur l'exception qui joue à beaucoup de jeux, ou il va tomber sur une œuvre qui va le marquer particulièrement, je sais pas, type Persona 5. C'est un jeu qui a bouleversé des gens qui s'en souviendront avec nostalgie dans des années. Mais il y a combien de Persona 5 pour de jeux qui vont finir au fond des souvenirs poubelles T'as raison. Moi, j'ai le sentiment, enfant en tout cas, d'avoir construit vraiment une relation avec mes jeux. C'est peut-être très bête à dire, hein. Mais moi, Final Fantasy VIII, j'ai l'impression de l'avoir vécu, tu vois. Vraiment, Pokémon, j'ai vécu ces instants. Et je pense que, en effet, comme tu l'expliquais, que le jeu vidéo aujourd'hui, moins bien ou pas, je sais pas, mais il se consomme pas de la même façon, et ça jouera peut-être pas avec les mêmes leviers finalement que nous on a connu et qu'on connaît aujourd'hui avec le rétro gaming. C'est ça. Après, l'industrie trouvera forcément un moyen de nous faire leur tirer des sous quand ils seront en pleine possession de leur pouvoir d'achat. En attendant, c'est nous qui avons la main sur le portefeuille, donc c'est nous qu'il faut saisir. Jusqu'à notre retraite, hein, t'inquiète, ils vont pas nous lâcher, hein. On aura du Pokémon jusqu'à nos 70-90 ans, hein. c'est ça, mais je veux dire, là, ça va être dur de jouer sur la nostalgie. Je veux dire, ils vont pas faire un PC mini Fortnite édition en V1.0. Ça n'intéresserait personne, tu vois. Alors que nous, on nous a fait une NES Mini avec 20 jeux, il y a quand même eu beaucoup de clients. Même ceux qui avaient lâché le média, quoi. C'est vrai. Donc je suis pas très optimiste pour le rétro gaming. Non, mais sous couvert de cette analyse, je partage du coup ton regard. Et ma dernière question, elle va être un petit peu provocante. La question est très simple. Est-ce que le jeu vidéo c'était mieux avant? C'était pas mieux avant, c'était différent. On n'avait pas les mêmes accès, on n'avait pas les mêmes accès, on se contentait de moins. Je veux dire. Une réponse de Normand.
Mais non, c'est pas forcément. Je vais étayer ça. Je vais dire, quand on n'avait pas le même accès le même accès à l'information. Déjà, on avait beaucoup moins de jeux. Et là, aujourd'hui, tu joues sur ton jeu. Peu importe le jeu. On va dire un jeu d'aventure. T'es bloqué. Tu vas tourner 5 minutes. Ensuite, t'as la tentation de ton téléphone qui est sous ton nez. Ah oui. Et du laptop. Ah oui. Tu vas vite aller regarder comment te débloquer. Sauf que quand t'avais 10 ans, t'étais sur ton Maniac Mansion. Bah, tu testais tous les pixels, tu testais tous les objets sur toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver. Parce que ton Nintendo Player, il sortait que dans un mois. Et c'était pas dit qu'il y ait la solution dedans. Donc, tu te cassais les dents bien différemment dessus. C'était pas... Le game design a évolué aussi en fonction des joueurs et de l'industrie. Et de l'industrie. Avant, c'était normal de faire des jeux qui soient extrêmement durs et on trouvait ça mieux parce qu'on avait beaucoup de temps à y consacrer. Tu te rends compte, aujourd'hui, si on te remettait que tes jeux d'enfants sans aucune aide ou autre, et que tu te dis, je peux pas jouer à autre chose tant que je l'ai pas terminé. C'est chaud. C'est très très chaud. Maintenant que tu as connu la profusion de jeux partout hyper qualitatifs, tu vas dire, mais casse-toi avec ton jeu de merde, quoi. Bah oui, non, mais bien sûr. Et c'est humain. Donc, c'était pas mieux avant, c'était adapté aux contraintes de l'époque. Et c'était génial. Parce qu'on n'avait pas conscience du reste. Après, moi, je suis très sur la nostalgie. Comme j'ai dit, je pourrais jouer qu'à des remakes, des remasters et tout. Mes jeux mon top 10, c'est que des vieux jeux. Mais à contrario, c'est très ambivalent. C'est que je dis en même temps que le jeu vidéo n'a jamais été aussi incroyable que maintenant. Ne serait-ce que pour la profusion de jeux, la qualité des jeux, la valeur de production. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a absolument pour tous les goûts, toutes les bourses. On dit souvent le jeu vidéo et c'est devenu un loisir de luxe. Là aussi, je suis pas trop d'accord. Je pense qu'on peut jouer à moindre coût. Il y a plein de free-to-play. Il y a des jeux indés incroyables. Enfin, moi, même si j'ai un regard toujours très tendre vers le passé, vers d'anciennes licences, je peux pas m'empêcher de me dire que ce qu'on vit aujourd'hui en termes de jeux vidéo, c'est incroyable. Fou, en fait. Bah oui, c'est dingue. Non, je suis d'accord. C'est complètement incroyable. C'est pour ça que je dis, c'est différent. C'était très bien à l'époque, avec son contexte. Mais aujourd'hui, tu reprends les jeux de l'époque. Dans le contexte de maintenant, dur. Ah oui. Voilà, c'était pas une question provocante, c'est juste qu'il fallait la décomposer. L'instant, c'était parfait. Est-ce que tu veux adresser un petit mot pour conclure autour du rétro gaming, de l'émulation, enfin bref, je te laisse un petit mot de la fin avant qu'on dise au revoir à nos auditeurs. Je pense que le jeu vidéo, c'est un art et qu'il faut se laisser guider par la passion, que ça soit du rétro, que ça soit du néo. N'importe. Il n'y a pas de meilleure façon de jouer que les autres. Faut juste prendre son pied et arrêter d'emmerder ceux qui jouent différemment, quoi. J'adore. Je veux dire, moi aussi, je vais te provoquer un petit peu dans ce cas-là, puisque on se suit mutuellement sur Twitter, et je vois que tu prends des tirs de partout parce que tu as dit que tu allais acheter la Steam Machine. C'est vrai. Qu'est-ce que tu prends cher? Mais j'ai envie de leur dire, mais arrêtez de l'emmerder, il fait bien ce qu'il veut de son argent. S'il juge que c'est pertinent pour son usage, ça le regarde. C'est fou. Ouais, j'ai pris la sauce. Alors que je pense que c'est cher, la Steam Machine est chère. Mais à contrario, j'achète un design, j'achète un OS, j'achète un écosystème. Et en effet, je fais un peu ce que je veux de mes thunes. Moi, mon informatique, c'est du Mac. J'ai la PS5 Pro dans le salon et en déplacement, j'ai la Switch. Et bah écoute, là, sur mon petit bureau, j'aurai mon petit cube 15/15 que je trouve trop mignon et je jouerai à mes jeux Steam dessus et voilà. Et si pour ça faut payer 1 000 €, j'estime que tu vois, c'est ok. Et puis je veux dire, tous ceux les conseilleurs sont pas les payeurs parce qu'ils te disent moi je fais une config chez machin pour plus. Bah vas-y, fais ta config et laisse les gens kiffer, quoi. Je te féliciterai. Bah ouais, moi le gars, je lui dirais bravo. En fait, je serais pas dégoûté, je serais content pour lui, tu vois. Mais ouais, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Il n'y a pas de sous-jeu, il n'y a pas de sous-joueur, il n'y a pas de sous-raison de jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de sous-raison d'aimer tel ou tel média. En fait, il faut se laisser guider par notre passion, notre amour du jeu vidéo, notre amour de n'importe quelle autre passion d'ailleurs. Et je pense que c'est ça qui nous rassemble. Tu vois, là aujourd'hui, si on discute ensemble pour nos auditeurs, c'est sous couvert juste de cette passion, le plaisir de partager. Et c'est, je pense, le sens de ta chaîne YouTube, c'est le sens de ton podcast. C'est simplement le partage, quoi, en fait. C'est ça, parce que concrètement, quand je fais des tutos ou des reviews, moi, j'en ai pas besoin. Moi, je sais très bien comment tourne la machine. Je sais très bien comment la configurer. Bah oui. Si je passe des heures pour faire des tutos et pour apprendre aux autres, c'est pour
partager ça pour pas dire ah moi ça marche très bien et je vous montrerai pas comment ça fonctionne. Bah non, le but c'est que tout le monde puisse kiffer et si on peut se filer des coups de main, bah c'est cool quoi. J'adore. C'est comme ça qu'on crée une communauté. Et même entre podcasteurs, du coup, moi j'encourage vraiment nos auditeurs à écouter votre podcast. Moi je suis auditeur chez vous. J'aime beaucoup parce que c'est authentique. Tu vois, moi je recherche rien d'autre quand j'écoute un podcast, c'est l'authenticité. Alors peut-être qu'on n'est pas toujours parfait dans nos propos, moi je ne suis pas toujours, enfin bref, on s'en fout. L'important c'est de se parler entre joueurs et je trouve que ça c'est ce qui me plaît dans vos podcasts et dans ta chaîne YouTube aussi. T'es face caméra, tu dis les choses telles qu'elles sont avec ton style et moi c'est ça que j'aime. Et c'est l'authenticité. Et je trouve qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, on en a plus que jamais besoin. Notre communauté du jeu vidéo en a besoin. Et c'est pour ça qu'à notre petit niveau, tu vois, on s'en fait un peu le porte-étendard, mais je trouve que ça a du sens, quoi. Ouais, et puis ça permet de faire des belles rencontres aussi. Humainement, c'est très sympa. Moi, moi j'ai commencé, j'étais tout seul dans mon coin. Finalement, j'ai monté un podcast. J'ai 4000 followers sur X. Je vais faire des conventions. Je suis invité en convention parfois. C'est cool. Il y a des gens qui me reconnaissent. C'est génial, quoi. Je veux dire, je suis un homme comme les autres et pourtant, bon, bah, c'est sympa. Ça permet de faire des rencontres, de discuter, de filer des coups de main, voir des gens qui disent ah, super, grâce à toi, j'ai acheté ça et puis ça marche trop bien, ça correspond exactement à ce que je voulais. Je dis, bah, c'est cool, ça a été utile pour quelqu'un, quoi. Bah, moi, tu m'as aidé, tu vois, j'ai acheté une Retro Flip Pocket 2 et... Donc, comme mot de la fin, on peut dire à nos auditeurs, jouez sur ce que vous voulez, que ce soit en émulation ou ailleurs. On n'est pas, voilà, nous, on prêche pas la bonne parole, on n'est pas des moralisateurs. Jouez à ce que vous voulez en fonction de vos moyens sur les plateformes que vous voulez, à des vieux jeux, à des récents, à Fortnite, à Roblox si vous voulez, ou à un Final Fantasy VII dans son jus sur PS1. Voilà, je pense que c'est ça qu'on peut dire à nos auditeurs pour conclure cette belle émission, Mugen. Complètement, il n'y a personne qui doit vous juger sur ce à quoi vous jouez, quoi. Vous faites ce que vous avez envie. Tant que vous prenez du plaisir, il n'y a pas de honte à dire ah je joue à ça mais je veux pas trop qu'on le dise. Même les joueurs de FIFA, je vous tolère. Comme quoi, hein. Allez, même ceux de Call of. Hein. Et franchement... c'est un gros effort quand même, là. non, mais voilà, il n'y a pas de sous-jeu, de sous-console. Évidemment, ça troll, ça taquine, mais je veux dire, celui qui s'éclate sur Switch 2, parce que c'est comme ça que ça s'intègre le mieux dans son style de vie, bah tant mieux, il fait de mal à personne avec sa Switch 2. C'est pas parce qu'il joue à la Switch 2 que toi, ta PS5 Pro devient moins bien. Et si toi, tu veux jouer à la PS5 Pro et que le gars d'en face, il veut jouer à la N-Gage, bah c'est son problème. Il t'empêche pas de faire ce que toi tu kiffes, quoi. Donc, juste, faut pas se prendre la tête. D'avoir placé la N-Gage quand même dans ce podcast, c'était pas mal. Ça, il fallait le faire. C'est ça, juste pas se prendre la tête et jouer à ce qui nous fait plaisir. Je pense que c'est ça le plus important. Moi, j'ai joué, tu vois, à Pragmata sur ma PS5 Pro et j'ai joué à Resident Evil 9 sur ma Nintendo Switch 2. Parce que avec RE9, j'avais repris le taf, j'étais en déplacement à l'étranger, bah, j'avais ma Switch 2 dans ma valise, en fait, tu vois, tout simplement. Ça, et puis l'expérience, elle est différente, elle est pas mieux, elle est pas moins bien, elle est différente. Non, elle est différente. Alors évidemment, si tu as les deux supports côte à côte, tu prendras le plus adapté, donc ça aurait été sûrement PS5. Évidemment, la question se pose même pas. Mais là, voilà, le contexte fait que ta console portable, c'est déjà fou de se dire que tu peux avoir des jeux de salon sur une portable. C'est dingue, et franchement, le résultat est convaincant. C'est ça, moi tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais rayonné, quoi. Tu m'aurais dit, tu peux avoir tous les jeux d'arcade au creux de ta main dans ton téléphone. Je t'aurais dit, oui, tu viens de quelle planète? Tu rêves, mon gars? C'est ça, hein. Quand j'ai commencé les consoles d'émulation, on se disait, alors la toute première Ayaneo, donc on était en 2020, on se disait, le jour où ça fera tourner de la GameCube en 60 FPS, il s'en sera passé des choses. Maintenant, on fait tourner la Switch mieux que la Switch elle-même. En 120 FPS peut-être. Mais c'est ça, on tourne à des résolutions upscalées et tout ça, et ça tourne nickel. Donc, au bout d'un moment, c'est ça. Il y a pas de sous-jeu, il y a pas de sous-version. Voilà, jouez à ce qui vous plaît, comme il vous plaît. C'est ça qui est le plus important. Et moi, mon dernier petit mot, Pascal, c'est pour toi. Merci beaucoup pour cette invitation parce que c'est canicule. On est en juin, il fait 40 degrés dehors. Tu es en déménagement ce week-end. Bref, et tu as accordé du temps à la Taverne du Gamer, à nos auditeurs. Donc, et puis moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Enfin voilà, je te suis avec assiduité et je trouve que tu es un mec super. Donc bravo et bravo à ton équipe aussi du podcast. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs où te retrouver pour faire encore une fois un petit moment d'autopromo? Déjà, merci de m'avoir invité dans la taverne. Hein. C'était avec plaisir que je suis venu. Alors moi, on me retrouve, si vous voulez me retrouver moi, Mugen, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube Mugen Pascal, sur Twitter. Pareil,
Et si vous voulez entendre les 4 autres copains qui sont avec moi, c'est New Game Plus. Ils sont top. Je les adore. J'ai choisi mon équipe d'Avengers avec parcimonie et précaution. Chacun, on a chacun notre style et chacun ses affinités. Parce que si j'avais pris que des gars qui aiment les mêmes choses, tu tombes sur un truc qui est trop lisse. Faut qu'il y ait un peu de friction pour avoir du débat. Voilà, donc New Game Plus, on sort 2 épisodes par mois. Pour le moment, on arrive à tenir la cadence, mais c'est chaud. Mais en tout cas, c'est super ce que vous faites. Et voilà, du coup, c'est les principales plateformes pour nous retrouver. Bah merci. Merci pour eux, je leur transmettrai le mot. S'il te plaît. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta venue, de ce temps passé avec moi. J'ai vraiment passé un moment super. C'est très cool de rencontrer les gens qu'on suit. Et tu es en vrai comme en podcast, comme je l'ai dit, authentique et tout. Et ça, c'est ce que j'adore. Et merci à nos auditeurs qui nous ont écoutés. Nos émissions l'été marchent vraiment très bien. Elles sont beaucoup suivies. Donc, je suis très content qu'ils aient l'occasion de te découvrir. Et Mugen, peut-être à une prochaine. On ne sait pas. Bah, sur un autre thème. Peut-être chez New Game Plus. Ah, le truc tente. Je serais très content. Ouais. Avec grand plaisir. Ah, c'est pas impossible. Hein. On va se prévoir quelque chose, je pense. Ok, avec grand plaisir. Merci pour tout, Pascal. Et merci à nos auditeurs. Bah, je te remercie. Ciao. Et merci aux auditeurs. Bonne soirée. Ciao. Salut. Ciao.